Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur LCI. Nous sommes le samedi 6 juin. Grosse soirée internationale ce soir avec beaucoup de sujets abordés. Guerre en Ukraine, guerre en Iran. Mais auparavant, nous avons eu envie de continuer à mettre le focus sur la mort de la petite Liana. Nous vous l'annoncions d'ailleurs hier. Le corps retrouvé dans le Gers avant-hier est bien celui de Liana, la fillette disparue. Et depuis cette annonce, l'émotion a gagné toute la France, d'autant que nous sommes à la veille d'une marche blanche à Fleurance qui aura lieu demain dans l'après-midi avec notamment les parents de la fillette. Il y a bien sûr l'émotion, mais la colère. On va tout de suite, dans quelques instants, aller vers Fleurance. Mais je vous présente le plateau qui est avec nous ce soir. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Henri Guénaud, vous avez été commissaire général au plan, vous avez été député. D'aucuns disent de vous que vous avez contribué à faire gagner 2 présidents, Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy. Et d'ailleurs, vous connaissez bien Bernadette Chirac. Est-ce que vous vouliez nous en dire un mot? Bon, d'abord, je vais vous dire ma tristesse de voir cette grande dame disparaître. Voilà, je pense que c'était un caractère très très fort, un peu rugueux. Oui. Mais moi, c'est ce genre de personnalité que j'aime bien, très franche, très directe, voilà, qui n'aimait pas être considérée comme une annexe de son mari, si je peux me permettre cette comparaison. Oui, voilà. Elle avait absolument raison. Voilà, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'imaginaire des Français tellement Jacques Chirac qui a été longtemps sur la scène publique et tellement elle l'a accompagné du début jusqu'à la fin. Merci. Nous avons également sur le plateau Cynthia Ilouz. Bonsoir Cynthia, vous êtes fondatrice du média The Woman's Voice. Merci d'être là ce soir. Guillaume Fard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant police-justice TF1 LCI. Merci d'être avec nous. Enfin, David Sénat, bonsoir. Vous êtes magistrat, avocat général près de la Cour d'appel de Versailles. Bonsoir. C'est ça, je ne suis pas trompé. C'est parfaitement ça. Oui, voilà. Mais vous étiez, je crois, auparavant auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Absolument. Voilà. Donc, ce qui est important également, vu là où les événements se sont passés, le drame s'est passé concernant Liana. Est-ce que nous pouvons aller, je crois, à Fleurance, oui, où nous attend Elisa Cléache. Elisa, bonsoir. Vous êtes avec Adam. Merci. Alors, vous êtes à Fleurance depuis déjà un certain nombre de jours. Vous nous avez évoqué l'émotion, bien évidemment. Est-ce qu'il y a de la colère et surtout quel est l'état d'esprit avant cette marche blanche qui est prévue pour demain et à laquelle devrait assister, on entend le chiffre de 5000 personnes, c'est énorme. Exactement, oui. Donc pour répondre à votre première question, effectivement, les habitants nous ont transmis aujourd'hui cette colère. Ils nous ont même parlé d'une haine, une haine à la fois vis-à-vis du principal suspect, bien sûr, Jérôme Barella, mais aussi et peut-être surtout vis-à-vis du système judiciaire. On nous a parlé d'un dégoût, je cite, vis-à-vis de la justice. Et d'ailleurs, le sorte de mea culpa de Gérald Darmanin hier soir aux 20h de TF1 n'a pas calmé cette colère et l'a même plutôt attisée. En ce qui concerne désormais cette marche blanche qui donc aura lieu demain, bien sûr, elle concerne de nombreux habitants ici. On a passé la journée avec Adam Mercier dans ce bourg ici de Fleurance et chaque habitant avec qui on a discuté nous a dit vouloir absolument être présent à cette marche blanche demain, à la fois pour témoigner bien sûr de leur soutien vis-à-vis des proches, vis-à-vis de la famille de Liana, pour se recueillir également et puis bien sûr pour témoigner de leur tristesse. D'ailleurs, ils étaient très nombreux aujourd'hui à aller acheter des roses blanches pour pouvoir déposer ces fleurs tout au long de cette marche blanche donc qui, je vous le rappelle, débutera à 15h demain à la piscine de la commune. Ensuite, cette marche blanche traversera différents points symboliques de la ville, notamment à proximité du collège où était scolarisée Liana, pour enfin finir ici dans le bourg à proximité de la mairie de Fleurance. Merci Elisa Cléache. Bien sûr, vous serez là demain. On suivra ça en direct sur LCI. Vous êtes avec Adam. Merci depuis Florence. Cynthia Ilouz, notre envoyée spéciale sur place, évoque bien sûr l'émotion, mais aussi la colère, la haine. Elle a même prononcé le mot de haine vis-à-vis du principal suspect. Bah oui, c'est complètement compréhensible. Et je vais vous dire, des marches blanches,
on en a assez, en fait. Des marches blanches, des manifestations en violet ou en orange, puisque c'est la couleur de l'ONU, ONU Femmes, violence faite aux femmes. Et donc, on les enchaîne, si vous voulez. Et en fait, on a l'impression que là, c'est Liana, puis il y a eu Lola, et puis il y a eu Maëlys. Et puis voilà, on a plein de cas où des jeunes filles ont été tuées. Et on a l'impression, malheureusement, à chaque fois qu'on découvre que en fait, le suspect était connu des services de police parce qu'il y avait eu d'autres témoignages. Et là, c'est insupportable pour, j'allais dire, même nous, journalistes, observateurs, de les enchaîner comme ça toutes les semaines, en fait, ce genre de cas. Il y a un moment donné, on a l'impression que c'est pas traité en temps et en heure. Et je le redis, parce que la présomption d'innocence qu'on nous sort à tout bout de champ, il y a quand même un sujet. Il n'y a pas que la présomption d'innocence qui existe dans les droits. On a le droit aussi à avoir un procès équitable. On a le droit à ce que le temps de la justice soit rapide. Et surtout, je rappelle, on a le droit à vivre en liberté et en sécurité dans notre pays. C'est garanti par la Constitution et par la Convention européenne. Donc, à quel moment on peut imaginer que la présomption d'innocence va au-dessus de ces autres droits? C'est pour ça que les gens sont en colère. Oui, on va tout de suite revenir sur un mot important qui est celui de défaillance, Henri Guénaud. Le garde des Sceaux, hier, dans le journal télévisé de TF1, a prononcé ses excuses et il a détaillé les défaillances. De quelles défaillances? Défaillances de qui, selon vous? J'en sais rien, moi. Mais selon vous, y a-t-il eu des défaillances? Manifestement, il y a eu des défaillances. Maintenant, on pourrait peut-être attendre le résultat de l'enquête administrative, ou même des deux enquêtes administratives, pour se prononcer. Voilà, on peut se prononcer. En plus, elles vont aller vite. Il s'agirait de 15 jours. Il y a quelques jours à attendre. Je pense que ça, c'est la moindre des choses. Bon, les responsables politiques, les ministres, les présidents de la République, etc., pourraient se retenir, qui fassent part de leur émotion, de leur compassion vis-à-vis de la famille, qui prennent contact éventuellement avec la famille est une chose, mais parler trop vite avant même que les résultats de l'enquête soient connus, c'est-à-dire qu'on sache quelle est la part qui revient au dysfonctionnement de l'institution elle-même, aux défaillances de l'État, parce qu'il y a la justice, mais il n'y a pas que la justice. Là, il y a les gendarmes, et puis il y a tout ce qu'il y a autour, tout l'environnement, la justice. En politique, tout est systémique. Oui. Voilà. Donc il y a tout, il y a l'éducation nationale, il y a la gendarmerie, il y a. Oui, mais enfin, est-ce que vous partagez ce que vient de nous dire Cynthia Illouz, à savoir que il y en a marre, il y en a assez. Et oui, il y en a marre, mais ça, un drame comme ça, c'est toujours insupportable. Oui, c'est toujours insupportable. Et on est dans l'émotion, forcément. C'est normal, mais il faut distinguer le moment de l'émotion et puis la réflexion sur les institutions et sur ce que nous pouvons faire pour les. Mais est-ce qu'il n'est pas grand temps d'avoir cette réflexion sur les institutions? Mais c'est grand temps pour... Drame de Liana ou pas? C'est grand temps pour toutes les institutions. Toutes les institutions. Voilà. Donc, ce qu'il est grand temps, à mon avis, c'est que tout le monde arrête de raconter n'importe quoi, que les politiques en particulier arrêtent de se moquer du monde. C'est-à-dire voilà. Mais dis, quand quelqu'un... Tout le monde a été unanime sur ce sujet. Il y a depuis hier, heureusement, je dirais, une grande unanimité. L'unanimité, vous entendez ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils proposent? Non. Pour le moment, on est l'unanimité dans effectivement l'émotion et le fait qu'il y a eu des dysfonctionnements. Oui, mais d'accord, une fois qu'on a dit ça, il y a un dysfonctionnement. Est-ce qu'ils viennent de fautes personnelles, ou est-ce qu'ils viennent de dysfonctionnement, encore une fois, de l'institution, ou même du système institutionnel? Voilà, de l'ensemble des institutions qui sont concernées par ce genre de choses. Regardez, il faut se souvenir d'une chose, c'est que vous parliez tout à l'heure de la présomption d'innocence. Oui. Mais si aujourd'hui on traite avec un peu plus de précaution les gardes à vue, les mises en examen, etc. C'est pourquoi, et surtout dans ce genre d'affaires, parce qu'il y a eu Outreau. Et Outreau, c'est exactement l'inverse de ce à quoi on vit aujourd'hui. On vient d'assister. Outreau, c'est 17 personnes mises en... C'est-à-dire, vous remontez jusqu'à l'exemple d'Outreau pour dire qu'il faut, il faut prendre des précautions. Il faut se souvenir, il y a eu 13 personnes sur les 17 qui ont été relaxées, qui avaient passé entre 1 an et demi, je crois, 2 ans, ou peut-être même 3 ans en préventive. On a brisé la vie de 13 personnes, et donc après, il y a eu une réaction. On a fait une grande commission parlementaire. Le rapport de la commission n'a été
c'est exactement comme aujourd'hui, parce que c'était à la veille des élections présidentielles de 2007. Oui, enfin ça c'est un hasard. Cette commission avec son grand rapport n'a été que très partiellement suivie par la chancellerie à l'époque. Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle arrivait. Donc on voulait pas perturber l'élection présidentielle. Mais en tout cas, ça a été un grand traumatisme qui a marqué un changement. Alors aujourd'hui... Donc vous dites, n'allons pas trop vite, c'est ce que vous dites. Mais il faut jamais aller trop vite avec la réforme de la justice, la réforme des institutions. Jamais il faut... Oui, mais enfin, faut pas aller trop lentement non plus. Il faut agir. Mais vous n'allez pas le faire la veille des élections présidentielles, c'est pas vrai. Tous les gens qui Donc vous pensez qu'il faudrait encore attendre là ? C'est pas parce qu'on s'approche... Mais c'est pas ça, nous vivons dans une démocratie. Mais on n'a pas choisi ce drame... Donc, mais vous allez encore faire... très très vite, une semi-réforme, en touchant ici ou là, en bricolant. Voilà. Et puis après, mais non, on a besoin d'une réforme d'ensemble. Voilà. On a besoin d'une réflexion d'ensemble. Là, faire circuler la parole. La question, par exemple, de la parole des enfants, elle concerne aussi l'état de la psychologie en France, de la psychiatrie, etc. Il en va de même pour les malades sexuels. Je veux dire, il nous faut, si vous voulez prendre si vous voulez pouvoir traiter tous les signaux, il faut des systèmes de renseignement qui soient beaucoup plus performants que ceux qui sont aujourd'hui. On va quand même aller dans le détail. D'abord, Guillaume Fard, après cette autopsie, que va-t-il se passer maintenant ? Pourquoi n'avons-nous que relativement peu de détails sur les raisons de la mort ? Quand est-ce qu'il y en aura davantage ? Là, c'est une affaire de jour. C'est-à-dire que ce qui a été annoncé hier par le parquet, c'est que les examens en médecine légale allaient se poursuivre pour connaître les causes de la mort, qu'on ne pouvait pas les connaître là immédiatement, probablement parce qu'il y a pas de blessure physique mortelle visible apparente. Si vous avez un usage d'arme à feu, bien sûr, c'est bien évident. À partir du moment où vous rentrez sur des causes de la mort qui pourraient être par étouffement, par strangulation, ça nécessite des investigations complémentaires. Et puis il y a la question des sévices sexuels. Voilà, exactement. Ça, c'est une question capitale. Oui, donc ça demande des analyses. Ça demande toujours un certain temps au niveau des analyses. Ça demande un certain temps qui n'est pas le temps médiatique. Bien sûr. De toute façon, au préalable, il faut quand même prévenir la famille. C'est elle qui est informée avant les médias. C'est tout à fait normal. Et donc c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps et que ces éléments, une fois qu'ils seront recueillis, s'il y a lieu, ils seront confrontés à Jérôme Barella et à la version qu'il a jusque-là donnée pour les faits d'enlèvement et de séquestration pour lesquels il est poursuivi. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là et pour le moment, Jérôme Barella continue à se taire. Non, pour le moment, effectivement, des informations que l'on a, il ne dit rien, il ne collabore pas, il est placé à l'isolement, il est en détention provisoire. Et puis, si l'enquête était amenée à être requalifiée, ce qui est assez vraisemblable, à ce moment-là, on lui... Requalifiée vers par exemple ? L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est l'homicide. Alors maintenant, est-ce que c'est assassinat ? Est-ce que c'est aggravé par des faits de viol ? Ça, je ne peux rien dire de tout cela. Oui, bien sûr. Évidemment, attendre les conclusions du rapport d'autopsie. Et puis ensuite, la requalification entraînera de nouvelles auditions et probablement changera la nature des poursuites. Alors, c'est pour ça que, en attendant, nous nous posons des questions, bien évidemment, des questions que tout le monde se pose. On peut se demander si l'exécutif, en la personne de Gérald Darmanin hier soir, le garde des Sceaux, ne fait pas porter la responsabilité sur les magistrats. Écoutons ce qu'a dit hier le garde des Sceaux à propos de sa fameuse circulaire qui n'a pas été suivie, dit-il. Entre le mois d'août 2025 et maintenant, cette personne n'a même pas été mise en garde à vue. Et je ne sais pas ce que dira l'inspection, mais c'est le contraire aux consignes générales que je donne aux magistrats du parquet. Vous savez, il y a des tas de magistrats, de policiers, des gendarmes qui font un travail formidable pour protéger nos enfants. Moi, je voudrais les remercier. Mais il faut savoir dire aussi quand il y a manifestement des fautes. Et c'est l'honneur de la justice, parce qu'elle juge au nom du peuple français, de les reconnaître. David Sénat, vous êtes magistrat, vous êtes avocat général auprès de la Cour d'appel de Versailles. Ma question est simple. Est-ce que la procureure Doche a appliqué cette circulaire pénale du 27 janvier 2025 qui avait donc été signée par le ministre de la Justice, et cette circulaire priorisait les enfants victimes pour leur traitement des plaintes? Alors, est-ce que c'est ça que le garde des Sceaux réprouve, c'est-à-dire il dit que ça n'a pas été fait? Est-ce que c'est ça le problème? Un des problèmes. D'abord, une circulaire ne suffit pas à faire une politique. Sans ça, ça se saurait depuis longtemps. Et on enverrait des circulaires
dans tous les domaines. Oui, et ça serait le chômage, l'inflation. On en fait dans tous les domaines. La délinquance, la criminalité. On en fait dans tous les domaines. La question serait réglée. Circulaire. Donc une circulaire, c'est effectivement une instruction qu'envoie un ministre à ses services. C'est une politique qu'il exprime et c'est parfaitement légitime. Mais on ne peut pas réduire l'efficacité d'une politique à l'émission d'une circulaire. Encore faut-il qu'elle soit applicable, qu'elle soit déclinable au plus près du terrain. On parle de quoi? Du parquet d'Auch, un des plus petits parquets de France. 3 magistrats au parquet, dans un département du Gers, qui est un département qu'on connaît bien, qu'on aime bien, rural, mais qui est quand même éloigné. Encore faut-il que tous les moyens Donc pour vous, c'était peut-être pas applicable. Je n'en sais rien, encore une fois. Mais vous posez la question. Henri Guénaud l'a dit mieux que je ne le dirais. On est dans le temps des investigations. Retrouvons-nous dans quelques jours pour en parler, documents à l'appui. Guillaume Farn. Indépendamment du temps des investigations qu'il faut évidemment respecter, ce que beaucoup de Français ne peuvent pas entendre, c'est d'abord que la justice soit à ce point lente, l'institution judiciaire soit lente. Mais il va bien falloir l'entendre. Oui, mais quand on explique à des personnes que une plainte pour des faits de viol sur mineur, c'est-à-dire la gravité, mineur de moins de 15 ans qui plus est, a mis quand même plusieurs mois entre le mois d'août et le mois de janvier pour trouver le bon service d'enquête, et que dans le service d'enquête désigné, c'est la brigade territoriale de Lectoure, qui est la plus petite du département du Gers, et qui ne compte que 3 officiers de police judiciaire sur 8 gendarmes, il y a des questions qui sont quand même assez légitimes, ou que la correspondance entre le parquet de Toulouse et le parquet d'Auch, c'est par voie postale et c'est en papier, ça met 13 jours, puis après plusieurs semaines pour enregistrer. Bon, ça, beaucoup de Français, intuitivement, par pur bon sens, comprennent qu'il y a un problème. Et le deuxième sujet, beaucoup plus grave d'ailleurs, qui est absolument inaudible, c'est que beaucoup des procédures terminent en classement sans suite. Oui. Et ça c'est difficile à comprendre. Mais c'est inacceptable. C'est proprement inacceptable. C'est-à-dire que... Mais on va vous laisser répondre le magistrat tout de suite. Sur le stock des 70 000 affaires de violences sexuelles sur mineurs qui sont actuellement en stock en France, combien sont la probabilité, c'est 90% qui vont finir en classement sans suite. Et de toute façon, je vais vous dire, sur l'ensemble des crimes sexuels en France, la capacité de jugement par an, c'est 2000. Là, minuscule. Minuscule, parce qu'il faut mettre ça au regard des 160 000 mineurs victimes et des plus de 200 000 majeurs victimes. Écoutez, mais là, vous posez les chiffres. Et ce classement sans suite, là, ça, on n'a parlé que des violences sur mineurs, des violences sexuelles sur mineurs, mais il fait écho à des expériences d'une très grande majorité de citoyens français qui, à chaque fois qu'ils portent plainte, ça se termine la plupart du temps en classement sans suite. Donc ils ont l'impression que ça sert à rien de porter plainte. Pour les cambriolages, c'est 93% de classement sans suite. 93%. Et vous ne recevez même pas un courrier dans la majorité des cas. Mon propre père a été cambriolé à 3 ans. C'est probablement déjà classé sans suite. Il n'a jamais eu de lettre. Et il n'est même pas au courant que ça a été classé sans suite. Et on parle que de cambriolage. Là, on parle de viol sur mineur. Mais ça fait écho au fait que la justice est malade. Et elle est malade de sa complexité et de sa lenteur. Et à la fin des fins, les citoyens se disent, mais au fond, nous sommes contribuables. Il y a un service public de la justice. Et en fait, c'est un service public qui... J'ai l'impression qu'on ne le leur rend pas. Mais qui est un service public défaillant. Bon, David Sénat, là, on attend votre parole. Pourquoi, expliquez-nous, pourquoi un taux si élevé d'affaires classées sans suite dans les questions de violence vis-à-vis des enfants et des mineurs? Comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut s'habituer à cela? C'est non, on n'a pas envie du tout de s'habituer à cela. Alors, les classements sans suite, ce ne sont pas des classements d'opportunité, ce sont des classements qui sont fondés sur des motifs qui sont des motifs précis, soit juridiques, soit de fond, qui ne sont pas, encore une fois, un caprice des magistrats. Et donc ça veut dire que ça ne peut pas être autrement. Absence de charge, absence d'éléments probants, auteur inconnu, autre réponse pénale. On ne peut pas dire comme ça 90% de classement sans suite, c'est inacceptable. Un peu plus de finesse dans l'analyse, me semble-t-il, doit être faite. On oublie aussi de dire tout de même que la police judiciaire a été réformée dans ce pays pour être départementalisée. On a cassé
les services régionaux, les directions interrégionales de la police judiciaire. Bon, alors ça, c'est une réforme qui vous déplaît. C'est une réforme qui déplaît, y compris aux fonctionnaires de police. Il y a en souffrance dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Personne n'est d'accord jamais sur les réformes. 6 à 7 millions de procédures qui ne sont pas traitées par les services d'enquête, faute de moyens dans les services d'enquête. C'est ça la réalité qui explique peut-être aussi l'absence de charge. Alors justement, vous voulez répondre à ça, tous les deux. Oui, ensuite, on va parler de l'absence de moyens. Vous ne pouvez pas traiter des sujets de dysfonctionnement de la justice, de la police et d'ailleurs du reste, si vous ne mettez pas aussi dans le tableau la question des moyens. Oui, on va répéter ce qui a été répété. Il y a 4 fois moins de procureurs en France que la moyenne européenne. Alors, Henri Guénaud, permettez-moi qu'on entende de nouveau le garde des Sceaux qui a parlé hier dans le journal télévisé de TF1, puisque justement pour lui, le manque de moyens n'est pas un problème. On l'écoute. Je l'ai dit et je l'ai répété, je l'ai même dit publiquement à plusieurs reprises, j'ai réuni les procureurs sur ce point, c'est qu'on priorise les plaintes qui concernent les viols et les attouchements sur les enfants et sur les femmes. Il y a 70 000 aujourd'hui plaintes ouvertes par les procureurs de la République en France pour des viols ou des attouchements sexuels qui concernent les mineurs. 70 000 sur 3 millions, ça fait moins d'1%. Ce que demande le ministre, c'est de prioriser d'abord les plaintes qui concernent les viols des femmes et des enfants, ensuite le reste. Ça n'a pas été priorisé, l'argument des moyens n'est pas un bon argument. Ouais, voilà. L'argument des moyens n'est pas un bon argument. Oui, bon, mais ça, c'est pas tenable comme discours. Pourquoi ? C'est pas tenable parce que les moyens conditionnent d'abord la bonne application des lois, des textes, des procédures. Voilà, quand vous avez une telle disproportion, quand vous regardez par rapport à nos voisins. Donc il faut oser poser la question des moyens. La question des moyens doit être posée aussi. Ça ne veut pas dire que dans cette affaire-là, en particulier, ce sont les moyens qui ont été. Mais vous voulez pas qu'elle soit passée sous silence. J'en sais rien. On verra après l'enquête administrative. Voilà. Mais peut-être que c'est pas les moyens dans ce cas-là. On verra. Mais dans le dysfonctionnement général de la justice, il y a aussi ce problème. Après, il y a le problème des textes, il y a le problème des lois. Quant aux circulaires, pardon, mais tous les services de l'État sont inondés de circulaires. On va demander au préfet comment ils peuvent pas lire. Donc tous les jours. C'est un faux argument pour vous. Non, c'est un faux argument parce que c'est une façon aussi pour le ministre que je peux comprendre de dire moi j'ai fait mon travail. Oui, de se défausser. Voilà. Moi j'ai fait mon travail, c'est pas moi. Mais si la circulaire elle est pas applicable, vous dites prioriser, mais si tout est priorité. Comment vous faites Attendez, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire comment l'enquêteur et le magistrat vont pouvoir eux-mêmes sortir de la pile d'autres dossiers qui peuvent être aussi importants, Henri Guénaud, aussi graves. Avec Guillaume Fard sur la question des moyens. Un simple chiffre, sur 100 € de dépenses publiques, combien pour la justice ? 50 centimes. 50 centimes. Voilà. Bon, une fois que vous avez dit ça, c'est réglé. Ou alors vous prenez 1 000 € de dépenses publiques, 50 € pour la justice. Enfin, vous le présentez comme vous voulez. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne. Mais voilà, les moyens sont faibles. Et il y a un stock d'affaires qui est très important. Et qui grossit. On l'a rappelé. Et après, oui, peut-être qu'il est abusif de dire classement sans suite, mais en tout cas, il y a une réalité factuelle. C'est absence de jugement des auteurs. Alors, pour défaut d'élucidation dans une majorité des cas, c'est vrai. Mais en tout état de cause, quand vous avez des gens qui vont porter plainte et que ça ne se traduit pas in fine par la condamnation de quelqu'un, parce qu'il y a bien un auteur, quand vous avez un taux d'élucidation moyen des cambriolages sur 15 ans qui est à 7%, il y a quand même des gens qui ont cambriolé à un moment. Est-ce qu'en fait, les citoyens n'est pas mécontent parce que justement, il a l'impression qu'on ne peut pas rendre justice tout le temps, en fait. C'est ça, mais vous, magistrat, vous êtes confronté à cela tout le temps. Alors, Cynthia, et puis vous allez répondre, David Sénat. En fait, là, on a donné les chiffres. 160 000 enfants victimes, 220 000 femmes victimes. Là, c'est par an. Si on multiplie par 10 ans, 20 ans, vous imaginez, on parle de 8 millions, 10 millions de personnes qui ont été victimes et dont la majorité des affaires n'ont jamais été élucidées. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, lorsque ces gens, ces femmes et parfois ces femmes mères qui veulent protéger leurs enfants vont porter plainte, eh bien, il se passe rien derrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle un sujet de revictimisation. La victimisation secondaire, ça veut dire qu'en fait, on se fiche de vous. Vous avez l'impression, on parle de MeToo, MeToo les femmes, ensuite MeToo les enfants. Mais on parle, nous. Donc, le problème, c'est qui entend et qui agit derrière. Si derrière, il n'y a pas de condamnation, on a bien sûr, alors vous l'avez évoqué, la question des moyens et les associations
naturellement demande beaucoup plus de moyens, ce qui serait logique. Mais là, tout à l'heure, on a entendu des dysfonctionnements. On entend un dossier qui est transmis par la Poste. Excusez-moi, mais quand vous et moi, on oublie de payer une amende, c'est bizarre, on reçoit... oui, on le reçoit assez vite. Et c'est prélevé automatiquement sur notre compte. Donc, on a un problème sur les fichiers. On a le fichier Cassiopée, on a le fichier FIJAS, on a les règles de la CNIL. Et en fait, tout ça n'a pas le droit de se recouper parce que protection des libertés individuelles, etc. Mais enfin... Ce qu'on doit aux citoyens, c'est pour ça que les citoyens et les citoyennes sont évidemment en colère, c'est la sécurité et la protection des femmes et des enfants. C'est la base. On a besoin de se sentir en sécurité et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde est ici en colère. David Sena. Oui, un mot sur les priorités. Là, les priorités, voilà. Est-ce qu'elles varient pas au gré de l'actualité ? Elles sont assez constantes depuis quelques années, mais elles sont très nombreuses. La circulaire du 27 janvier 2025, elle en énumère plusieurs. La première d'entre elles, c'est la lutte contre le crime organisé. Avant même les violences aux personnes. C'est dans la même circulaire. C'est dans la même circulaire. En tête, en tête de gondole, il y a la lutte contre le crime organisé. Avant même de se poser la question des violences aux personnes. Ouais. Et la deuxième priorité, ce sont les violences aux personnes, dans lesquelles on trouve en priorité les violences faites aux femmes, ensuite les enfants, puis les victimes d'actes racistes antisémites, les faits commis en raison de l'orientation sexuelle et les violences commises sur les personnes dépositaires de l'autorité publique. Oui. Donc, et tout ça est évidemment prioritaire. Et toutes ces priorités sont au même degré. Et elles sont au même degré, et elles sont légitimes d'ailleurs. Moi, je les partage. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est. Rien ne l'est. Dans cette brigade territoriale de Lectoure, dont on a beaucoup parlé, là, les gendarmes qui ont enquêté sur notamment la plainte de la maman de la petite Rosa. Oui. Ils sont 8, ces gendarmes. 8 militaires. Il y a 3 officiers de police judiciaire, 4 adjoints de police judiciaire et un gendarme adjoint volontaire. Donc ils sont 8. 8, ils ont 115 procédures à traiter et ils ont notamment 4 procédures de viol, dont 2 procédures sur mineurs. Il a pu être dit, et d'ailleurs je profite pour le rectifier, que le stock d'affaires criminelles était à 0. C'était une information erronée, donc j'en profite pour la corriger. Vous avez raison. Et donc ils ont une centaine d'affaires. D'accord. Et donc vous voyez, et ils sont que 8. Donc le volume d'affaires, ça c'est pour ces gendarmes à Lectoure, mais un enquêteur parisien dans un SAIP, c'est-à-dire dans un service judiciaire de premier niveau, il a 100 affaires. Ah d'accord. Rien que lui. Pour un. D'accord. Pour un. Et dans ces affaires, il y a celui qui s'est fait voler son téléphone portable. Oui, il y a de tout. Oui, mais comme ça peut être une personne signalée parce que, admettons, qui exercerait un métier sensible ou très exposé peut avoir des données sensibles dans le téléphone. Donc on va quand même faire une enquête si c'est quelqu'un qui travaille dans un ministère. C'est effarant ce que vous nous dites tous. Et donc il y a quand même enquêté. Il y a celui qui a été escroqué. Il y a la femme qui est victime de violence. Il y a l'enfant violé, etc. Et donc je vais vous dire, j'ai un ami commissaire de police qui dirige un de ces SAIP là. Oui, à mon avis, vous avez plusieurs amis. Oui, non, mais il me donnait un chiffre. Il me dit, moi, il me dit des affaires à l'échelle de mon SAIP, de viol sur mineurs, j'en ai une petite centaine. Oui. Et là, on vient de toutes les passer en revue parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une liana dans ce là-dedans. Il dit, mais en réalité, on n'en sait rien. En réalité, on est très stressé et inquiet parce qu'on a une responsabilité très lourde. Mais comment est-ce que vous voulez que, avec une centaine d'affaires par enquêteur et au global une centaine d'affaires au sein d'un seul service d'enquête judiciaire de premier niveau, qui concerne des viols sur mineurs, vous voulez qu'on fasse quoi ? Vous voulez qu'on commence par qui ? On auditionne comment ? Donc personne ne sait quoi faire. Parce que comme tout est toujours prioritaire, le pire c'est qu'on vous débranche ou on va vous reprendre des enquêteurs pour aller mener des enquêtes qui n'ont rien à voir avec des faits de violence sexuelle sur mineurs, parce qu'il y a toujours une urgence de l'urgence qui est plus prioritaire que la priorité. Bien sûr. Et donc à la fin des fins, les dossiers, parce que c'est toujours cette métaphore de la pile, de qu'est-ce qui est dessus de la pile, qu'est-ce qui est en dessous de la pile. En fait, ce qu'il faut questionner, c'est l'épaisseur de la pile. Oui. Et en fait, une fois qu'il n'y a plus de place physique, parce que moi je suis allé le voir, je suis allé le constater, je vais dans un commissariat au moins une fois par semaine. Vous constatez que dans les bureaux, de toute façon, il n'y a plus de place matérielle. Oui. C'est au sol. Oui. Il n'y a plus de place sur les étagères. Alors tout ça n'est même pas digitalisé. Enfin, bon, mais alors ça, donc ça c'est encore un autre problème. Bref, j'aurais me fait de me taire. De la chaîne pénale. Merci pour toutes ces informations. Alors les candidats 2027 à la présidentielle de 2027 ne se pressent pas pour avancer des propositions, mais il y en a un. Bruno Retailleau, qui est candidat, qui est président des Républicains, qui propose quelque chose. Il propose
la création d'une cour disciplinaire de la magistrature, Henri Guénaud. C'est-à-dire qu'il estime que justement les mécanismes de sanction des magistrats ne fonctionnent pas. Alors, et je vais vous faire réagir ensuite, David Sena. Alors, d'abord, il existe déjà une cour disciplinaire qui s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui, s'agissant des magistrats du siège, prononce des sanctions. Alors, quand il s'agit... Rarement, hein. Attends, on va y venir. Mais, et ensuite, s'agissant des magistrats du parquet, propose au ministère qui lui décide des sanctions. Bon, alors, c'est vrai que c'est rare. Alors, oui. Quand il y a des matières, quand il s'agit de délits de nature pénale, évidemment, le Conseil supérieur attend que le juge pénal ait rendu son jugement. Oui, c'est normal. Voilà, c'est normal. Après, il faut bien savoir, il faut bien comprendre une chose. C'est vrai qu'il y en a peu, qu'il faut avoir violé quelqu'un pour être révoqué, ou quasiment. Hein. Bon. Enfin, en tout cas, c'est très rare. Je regardais, ça m'est. Oui, c'est rare. Les sanctions sont rares. Bon, mais est-ce que c'est une bonne idée de réformer cette cour? Non, mais il faut comprendre. Et les sanctions disciplinaires, elles ne portent pas sur le juridictionnel. Voilà, elles ne peuvent pas aujourd'hui porter sur le juridictionnel. Vous faites une erreur, un jugement qui est contestable, ça n'est pas susceptible d'une sanction disciplinaire. Et la cour disciplinaire de M. Retailleau, il n'a pas expliqué sur quoi elle allait. Si vous faites une erreur de procédure, vous pouvez être sanctionné administrativement. Si vous commettez un crime, un délit, vous pouvez être sanctionné. Bon, mais si ce dont il parle, c'est de la dimension juridictionnelle, c'est-à-dire du juge dans l'exercice du jugement, ça, de toute façon, pour l'instant, dans l'état du droit, de la Constitution, des conventions internationales, tout ce que vous voudrez, ça, pour l'instant, ça n'est pas possible. D'accord. Voilà. David Sena, votre réaction? Oui, ma réaction, elle est très choquée. Le terme de cour disciplinaire est en soi une difficulté. Pourquoi pas une cour martiale, tant qu'on y est? Il va trop loin, selon vous. Oui, c'est tout à fait excessif. Je rappelle quand même que le Conseil supérieur de la magistrature, depuis une révision constitutionnelle qu'Henri Guénaud connaît bien, en 2008, a fait de cette instance une instance majoritairement composée de non-magistrats. C'est le seul exemple dans la fonction publique où une profession est minoritaire dans une instance disciplinaire. Donc on est à l'abri de toute influence corporatiste majoritaire. Une grosse influence du premier président de la Cour de cassation, etc. Bon, c'est pas dans le délibéré, les magistrats sont minoritaires. Il existe un cas de sanctions qui sont les insuffisances professionnelles, c'est-à-dire que on surmonte effectivement l'obstacle de l'indépendance juridictionnelle pour se pencher sur les dysfonctionnements qu'un magistrat peut commettre. Par conséquent, il est possible de sanctionner un magistrat et pourquoi pas dans cette affaire si tel doit être le cas. Mais c'est pas menacer les juges des pires châtiments qui va rendre plus de moyens à la justice, qui va la rendre moins complexe et qui va la rendre plus rapide. Donc c'est un peu orthogonal des demandes des Français. Les Français, ils veulent pas qu'on pende des juges par les pieds. Ils veulent que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Oui. C'est ça les deux. Et ils veulent que la justice soit efficace, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Que quand ils sont victimes de quelque chose, on finisse par retrouver l'auteur, par juger, condamner l'auteur. C'est assez simple comme demande. Oui. Mais sauf que ça ne se produit que dans un nombre très faible d'affaires. Et donc ça crée une frustration. Parce qu'il y a trop d'affaires. Voilà. Et la frustration crée du ressentiment. Et le ressentiment, vous voyez bien à quelle nature de vote cela conduit. Mais en réalité, ce qui est demandé, c'est que notamment les affaires du quotidien qui empoisonnent la vie des gens soient tout simplement traitées et qu'on sorte de l'illusion d'aller déposer plainte en espérant que peut-être un jour ça aboutira et qu'on retrouvera quelqu'un. Malheureusement, les taux d'élucidation, y compris dans les affaires criminelles, ne cessent de chuter. Ne cessent de chuter. Et alors quand en fin des fins on fait le ratio condamnation sur nombre de plaintes, ou même affaire jugée sur nombre de plaintes, sans même parler de condamnation, affaire jugée sur nombre de plaintes, c'est effroyable. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Et je rappelle que demain à 18h sur LCI, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sera en direct. Il répondra aux questions de Darius Rochebain. Au dernier jour, passons à l'international maintenant, au dernier jour du Forum économique de Saint-Pétersbourg, puisque vous savez que ce forum se déroulait depuis mercredi. Les forces armées ukrainiennes ont frappé. Elles ont frappé au premier jour d'ailleurs, et également aujourd'hui à grande échelle dans plusieurs régions de Russie, atteignant parfois 1000 km de profondeur. Et elles ont frappé également tout près du centre-ville de Saint-Pétersbourg, dans la ville de Kronstadt, qui est à 30 km, les arsenaux et une base navale, une usine marine. On écoute, on regarde. Ох, ебать! Вон ударил. Что? Да? Охуеть.
летит страшно. Ребята, А второй вон летит. Voilà, sur ce plateau, le plateau international est arrivé. Je vous présente Gallagher Fenwick. Merci. Bonsoir Anne. Gallagher, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Sylvie Berman, bonsoir Sylvie, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et en Chine notamment. Général Richoux, bonsoir, je suis contente de vous revoir. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Sophia Amara, bonsoir. Bonsoir Sophia, Anne. grand reporter spécialiste bien sûr du Moyen-Orient. Et enfin Bertrand Galichet, bonsoir, vous êtes grand reporter, spécialiste des relations internationales. Alors, on vient de voir cette séquence qui s'est passée encore, Gallagher, ce matin, non loin du forum de Saint-Pétersbourg. Et il y a eu cela. Et en même temps, il y a eu d'autres drones ukrainiens qui se sont abattus bien plus loin dans le sud russe de la Russie sur un dépôt de pétrole dans le kraï de Krasnodar. Ça veut dire que les Ukrainiens continuent avec leurs drones tous azimuts. Non, effectivement, et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait prévenu dans cette désormais fameuse lettre. Oui, une lettre ouverte qu'il a écrite à Vladimir Poutine. De courage, de réalisme et d'ironie aussi adressée effectivement à Vladimir Poutine. Les Ukrainiens appellent ça les sanctions à longue distance. Et justement, dans cette lettre, il prévient que ces drones qui se sont invités au forum de Saint-Pétersbourg peuvent aller bien plus loin. Et les Ukrainiens le démontrent, preuve par l'image. Et on les voit à l'instant avec à la fois la capacité d'aller cibler, et vous en avez parlé, des bâtiments de la marine russe comme à Kronstadt, une ville fameuse pour des raisons historiques, mais également loin, ailleurs. Oui, également sur des infrastructures pétrolières, donc liées au secteur énergétique, qui servent à la fois la population civile, mais l'effort militaire également. L'Ukraine est probablement dans une phase où elle a réussi, alors que nous avions le regard tourné vers le Proche et le Moyen-Orient, à renverser quand même la situation sur le terrain, avec à nouveau deuxième mois de suite de conquête territoriale positive par rapport à la Russie. Il n'y a tout de même pas de percée. Non, il n'y a pas de percée, mais il y a des choses, et dont Zelensky parle dans la lettre, à savoir des pertes russes qui sont quand même telles que la Russie n'arrive plus en fait à mobiliser davantage qu'elle ne perd par la blessure ou la mort d'hommes sur le terrain. Alors restons un instant sur ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg, parce que le gouverneur de la région d'ailleurs qui continue, vous savez que la ville de Saint-Pétersbourg est la ville natale de Vladimir Poutine, qu'elle s'appelait Leningrad à l'époque, et que l'oblast, c'est-à-dire la région qui entoure Saint-Pétersbourg, s'appelle encore l'oblast de Leningrad. Donc le gouverneur de cette oblast, le gouverneur Drozhenko, s'est exprimé suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une installation qui appartient au ministère de la Défense, et il a quand même parlé d'une évacuation. Un incendie a éclaté dans les installations du ministère de la Défense dans le district de Lomonossovski. J'ai décidé d'établir un quartier général opérationnel pour surveiller la situation dans le district, et il a déjà commencé son travail. Le quartier général a décidé d'évacuer partiellement les résidents de la zone entourant les installations incendiées du ministère de la Défense. Sylvie Berman, tout de même, si on en vient à évacuer une zone, c'est pas fréquent. Non, tout à fait, et c'est humiliant pour Vladimir Poutine. Ce forum, vous vous souvenez Emmanuel Macron avait été invité, et pas que lui, avec Shinzo Abe. Mais j'imagine que vous y avez été, Sylvie, dans vos fonctions, bien sûr, tout à fait. Et c'est la vitrine économique de Vladimir Poutine, et en même temps, il est là en majesté, c'est-à-dire il répond dans la salle à tout le monde, avec des traits d'humour, une grande assurance. Et pendant très longtemps, il adore ce genre d'exercice, comme sa conférence de presse annuelle. Tout à fait, et il y avait le CAC 40 français en entier, il y avait tous les grands dirigeants occidentaux qui ne sont plus là. Américains, qui ne viennent plus. Tous les Américains étaient là, donc c'est particulièrement humiliant. Alors je ne sais pas si on le voit depuis le forum. Kronstadt, c'est assez loin. Oui. Moi, je suis allée là-bas. C'est historiquement, effectivement, assez symbolique.
Mais effectivement, là, c'est vraiment problématique parce que c'est pas uniquement des frappes symboliques et c'est contre la ville natale de Vladimir Poutine et cette capitale économique. Alors tout ça, ça se fait avec des drones, mais général Richoux, en plus des drones, il y a les renseignements satellitaires. Oui. Les renseignements satellitaires en temps réel qui rendent les frappes de drones ukrainiens plus meurtrières que jamais. C'est un atout considérable, c'est-à-dire que ces images haute définition par ces satellites, quasi en temps réel, viennent directement sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables des soldats. Oui, absolument. Et donc ça, c'est quand même nouveau. Ouais, bien sûr, mais le problème, c'est d'avoir des satellites. Et d'où viennent ces satellites? Ça veut dire que le renseignement américain fonctionne encore malgré les traces de désengagement ou bien les déclarations de désengagement. On s'aperçoit que les Américains fournissent toujours ce qui est absolument essentiel à la guerre, c'est le renseignement, car sans renseignement, pas d'engagement. Oui, mais général Richoux, ça court-circuite les processus d'examen qui sont plutôt à Kiev, donc ça accélère la possibilité de frappe. Mais absolument, parce que quand vous avez tout ça expliquez-nous cet avantage en temps réel, à ce moment-là, il y a un temps qui est très réduit entre la décision et la frappe. C'est avant, vous savez, moi, quand il y avait des drones, les drones partaient en avant, il y a 40 ans. Ouais, c'était les renseignements géospatiaux. Oui, mais et puis on prenait des photos, on prenait des films, et après il fallait développer au retour. Attendez, et il y avait plusieurs heures. Ça paraît dingue. Oui, il y avait plusieurs heures entre l'exploitation et puis la capacité de réaction. Mais c'était quand même efficace. C'était mais tout était tout était moins rapide qu'aujourd'hui de toute manière. Oui. Donc même les guerres étaient évidemment moins rapides. Mais bien entendu, quand vous aviez 6 heures de battement, vous aviez le risque de louper un ennemi quand même. Alors que là, quand c'est absolument, alors la base, elle va pas se sauver, la base de Kronstadt, mais quand vous avez un renseignement là, vous êtes sûr de pouvoir taper. Gérard Richoux, réduction de près de 90% du temps nécessaire pour localiser et neutraliser les cibles russes. Et ça fait grâce à ce renseignement en temps réel. Oui, ça fait partie effectivement des nouveautés de la guerre, c'est-à-dire que la guerre s'accélère. On savait que la guerre aujourd'hui était permanente, 24 heures sur 24, qu'on ne peut plus se cacher avec les drones, mais en plus, le temps s'accélère, c'est-à-dire que même le soldat aujourd'hui, n'a plus de temps de récupération parce que en permanence, il est dans le temps réel et dans le tempo d'action réelle. Voilà, donc avant, on allait à l'arrière, on se reposait. Aujourd'hui, la guerre est omniprésente tout le temps, 24 heures sur 24. Mais alors, Bertrand Galichet, justement, grâce à cet accès à ces images satellites, il est pas nouveau, mais ça va de plus en plus vite. Parfois, il y a même plus besoin des drones de surveillance parce que ils sont plus coûteux. Ces drones, ils sont plus facilement abattus ou brouillés par les Russes, donc ça peut suffire. Tant que le renseignement militaire américain, le renseignement satellitaire fonctionne, c'est-à-dire que c'est quand même suspendu à la bonne volonté et à la présence de cet allié dont on sait qu'il est quand même un peu sur les freins et un peu capricieux, même si ça a été rappelé, ils ont, les Américains, toujours la volonté de fournir cette aide pour l'instant aux Ukrainiens. Combien de temps cela va-t-il durer? Naturellement, Volodymyr Zelensky insiste beaucoup auprès de ses amis à Washington pour que ça se poursuive parce que, comme l'a dit le général à l'instant, c'est absolument vital pour la poursuite de la guerre. Oui. Mais les drones eux-mêmes, les drones de surveillance, il faut quand même les avoir sous le coude au cas où ce renseignement satellitaire ferait défaut en tout ou partie. Alors les drones qui menacent les grandes villes de Russie menacent également Moscou, puisqu'on a ces images étonnantes. Regardez, on continue à Moscou d'installer, vous voyez, par des hélicoptères, des systèmes de défense aérien Pantsir sur les toits des immeubles de Moscou. Alors d'abord, vous vous souvenez, au début de la guerre, c'était plus ce qui était proche du Kremlin, mais aujourd'hui c'est sur de plus en plus d'immeubles. Et vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle les tours anti-aériennes allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en avait partout. Il y en a encore à Berlin, il y en a encore à Vienne, par exemple. Et donc toute la DCA, la défense anti-aérienne, était sur ces tours-là. Et donc là, on revoit ça. Finalement, on est obligé de réarmer les centres-villes pour éviter. Mais on voit
voit que Moscou, c'est absolument énorme. Je ne vois pas comment on peut protéger avec une couverture anti-aérienne absolument étanche d'une ville de la taille de Moscou qui est absolument considérable. Donc je pense que c'est quand même relativement cosmétique. Je voudrais juste finir en disant que ce qui est intéressant dans les cibles qui sont ciblées, ce sont des cibles à intérêt militaire et non pas des cibles civiles. On cible les bases militaires, on cible les terminaux pétroliers qui ont un intérêt industriel, on cible l'industrie d'armement, on cible l'EPC, la logistique, la défense antiaérienne, mais on voit pas beaucoup de drones tomber sur les habitations. On parlait à l'instant du fait que effectivement ces renseignements sont encore suspendus à ce que les Américains daignent donner aux Ukrainiens. Eh bien, par crainte de réaction justement de la Russie, qui pourrait considérer ce geste comme une escalade, le Pentagone serait sur le point d'annuler, Sophia Mara, l'envoi de missiles Tomahawk en Allemagne. Alors que c'était un accord qui a été pris il y a un certain temps. Donc est-ce que ça contribue à ce renversement d'attitude de la part des Américains? C'est un accord qui remonte à Biden, au président Biden, il y a 1 an et demi. Et les Allemands eux-mêmes, d'ailleurs, le chancelier et le ministre de la Défense allemand s'y attendaient. Et dans une déclaration, il y a quelques semaines, il disait déjà que, l'état du monde étant ce qu'il est, et la guerre en Iran ayant gravement endommagé les stocks, en tout cas pris dans les stocks américains en termes de patriotes et de Tomahawk, il s'attendait à ce que cet engagement, ne soit pas respecté de la part des Américains. Cela dit, cette décision laisse l'Allemagne dans une sorte de position très compliquée, et elle l'est d'autant plus qu'on réalise que, Washington a pris cette décision pour ne pas froisser la Russie. C'est quand même pour ne pas risquer une escalade. Nous parlons de l'Allemagne, et il faut évoquer, bien sûr, nous sommes le 6 juin, c'est le 82e anniversaire du débarquement. Le secrétaire d'État à la guerre américain, Pete Hegseth, est arrivé sur le territoire français hier. Il se trouve en France pour ces commémorations du 82e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Et voici ce qu'il a dit à propos, justement, de la nécessité que l'Europe prenne l'initiative pour sa propre sécurité. L'Europe doit prendre la tête de sa propre défense conventionnelle. Nous pensons que c'est une nécessité stratégique. La France peut aider à construire une OTAN plus équilibrée, plus résiliente et plus crédible. Est-ce que le message Gallagher-Fenwick finit par passer? Parce que là, c'est quand même pas la première fois qu'on l'entend. C'est répété de façon plus fréquente. Les Américains, là, on peut pas dire qu'ils ne changent pas de discours. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, ce message, on l'a beaucoup entendu de la part des Américains. Oui, effectivement, il est passé. On se souvient du sommet otanien à La Haye. Les choses avaient été très claires sur l'engagement à 3,5 avant d'atteindre les 5%. Mais je dirais que moi, ce qui m'a le plus choqué aujourd'hui, c'est pas tant ce discours en marge des cérémonies de commémoration, mais c'est plutôt ce qui a été dit notamment durant la commémoration, lorsque le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, était derrière son podium, et qu'il a parlé de nouvelles invasions en référence au passé, au débarquement, en disant que cette fois-ci, c'était des idéologues qui étaient là pour travestir les valeurs européennes. Et puis il a parlé d'invasion concernant l'arrivée de migrants sur des bateaux en provenance de différents pays de la zone méditerranéenne. Et donc il a transformé un moment qui est un moment de célébration de valeurs partagées on voudrait écouter, je vous en prie. Parce que vous nous devancez, comme souvent d'ailleurs, mais il est important d'écouter ce qu'a dit Pete Hegseth, qui était effectivement complètement inattendu, complètement sorti du sujet, puisqu'il a donné une leçon, en tout cas il a profité de cette tribune pour donner une leçon aux Européens sur leur politique intérieure. Malheureusement, aujourd'hui, différentes plages européennes sont envahies par diverses idéologies dangereuses. Les plages en Espagne et en Italie, en Grèce et en Bulgarie. Des bateaux et des hommes arrivent. Quand les capitales européennes vont-elles enfin réagir face à cette invasion? Ou est-il déjà trop tard? J'espère que non et je ne le crois pas.
L'homme qui s'est battu et est mort ici a rendu la liberté à l'Europe. Cette liberté doit être préservée par cette génération de dirigeants et de combattants. Sinon, ce pourquoi ils se sont battus n'aura été qu'une chose éphémère. Sylvie Berman, vous n'êtes pas étonné par ce changement de ton, la nature des propos du secrétaire d'État américain ? Étonné, non. Secrétaire de la Défense, pardon. Ça fait écho à ce qu'a dit J.D. Vance à Munich. Ouais. C'est une forme d'agressivité, de critique sur la politique intérieure américaine. Enfin, de profiter, de parler des plages. Non, mais ce n'est effectivement pas leur rôle. Et d'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que ça rejoint le discours des Russes, qui disent qu'on est envahi par... Complètement, par les Arabes, c'est tout à fait le discours russe. C'est exactement le même discours. Et par ailleurs, sur la défense, il a beau jeu de dire que les Européens doivent se défendre eux-mêmes. Qui est-ce qui s'est opposé à cela pendant des décennies ? Moi, j'avais été à Bruxelles, évidemment, pour mettre en place tous les outils de la défense européenne. Ils se sont opposés à ce qu'il y ait un état-major européen, à ce qu'il y ait des instruments européens. Ils voulaient le garder dans l'OTAN parce que, évidemment, ce sont eux qui contrôlent l'OTAN. Et d'ailleurs, là, ils parlent uniquement de l'OTAN. Ce qui est intéressant, c'est que le commissaire à la défense, qui est un Lituanien, si ma mémoire est bonne, est en train de proposer la mise en place d'un véritable état-major européen à Bruxelles. Oui, Général Richoux. Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient de dire, parce que je l'ai vécu également à l'état-major des armées, où j'étais à la section Union européenne. Et donc, pendant des années, les Américains ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher l'Europe de la défense, avec leur affilié, qui sont les Britanniques. Et notamment sur ce PC, moi je l'ai vu en direct, qui était un des buts d'ailleurs de la présidence française de l'Union européenne en 2007, et qui a été pétardé, je dirais, avec une belle balle dans le dos, par les Anglais, commandité par les Américains. Donc là, maintenant j'aimerais bien savoir, on va renforcer, très bien, et si demain on n'achète plus de matériel américain, ils vont dire quoi ? Je pense que dans leur esprit, c'est la vassalité reste la pierre dominante de cette autonomie présumée. Voilà. On va dans le détail aller, parce qu'il y a des listes qui circulent qui sont très intéressantes sur le matériel, ce que les Américains consentent encore, je dirais, à rendre présent sur le sol européen. Mais on ne résiste pas à la tentation de partager avec vous le fait que Pete Hegseth est arrivé hier, quand il est sorti de son avion, avec 6 enfants derrière lui, qui sont les siens. Mais alors c'est un peu compliqué, parce que Pete Hegseth était marié 3 fois. Le premier mariage n'a pas eu d'enfant, le deuxième mariage 3 enfants, et le troisième mariage, son mariage actuel, 1 enfant. Mais là, il est avec son épouse, qui est juste derrière lui, 2 enfants encore derrière, qui sont en treillis militaire, et puis il y en a encore 4 autres derrière. Donc il n'y a pas que Elon Musk qui emmène sa progéniture avec lui lors d'événements officiels. Alors bien évidemment, Pete Hegseth a déclaré, et ça a été dit officiellement, que ça ne coûtait pas un centime, $1 aux contribuables américains, puisque c'était pris en charge par lui-même, ses frais de voyage. Mais Gallagher Fenwick, leur présence est tout de même un véritable défi pour son équipe de sécurité. Était-ce bien nécessaire ? Non, alors effectivement, et vous l'avez souligné, il y a une controverse aux États-Unis sur l'idée qu'il a transformé ce moment politique et de commémoration en espèce de week-end familial en France aux frais du contribuable. Bon, en même temps, on peut être fier du fait qu'il avait envie que ses enfants viennent en France à ces commémorations. Non, bien sûr. L'autre chose, si vous voulez, c'est que amener ses enfants pour commémorer ce sacrifice et donc rencontrer ces vétérans, moi je trouve que l'aspect pédagogique. Voilà, là c'est un de ses fils qui est avec lui. Voilà, et franchement, moi j'ai rien à redire sur le fait qu'ils veuillent que ces enfants ils apprennent et qu'ils voient ces sites et ces bouts de l'histoire qui lient les États-Unis à l'Europe. Donc voilà, je pense que c'est pas la partie la plus importante du déplacement. Vous avez raison. Non, on voulait juste le noter. Ça a fait jaser polémique. Et ça continue, de faire couler un peu d'encre aux États-Unis, même si encore une fois, il se défend d'avoir transformé ce déplacement en espèce d'événement familial aux frais des contribuables américains. Oui, enfin, l'agence qui est chargée de la sécurité des déplacements de Pete Hegseth croule littéralement sous les demandes, parce qu'elle assure aussi la protection des domiciles des ex-épouses de Pete Hegseth. Donc il y a une ex-épouse dans le Minnesota et une autre au Tennessee. Oui, Sophia.
Moi, mon avis est un peu différent. Moi, je trouve ça assez choquant parce que c'est quand même une occasion très importante. C'est les débarquements, le plus important de l'histoire de l'humanité. On avait 7000 bâtiments. Ça a été un sacrifice pour beaucoup de pays, dont les États-Unis. Et sur notre terre, il y a des soldats américains qui sont ensevelis pour avoir participé et grandement à cette libération. D'amener des enfants, bien sûr que du point de vue pédagogique c'est intéressant, mais en fait on ressent que on en profite pour venir et puis découvrir la France. Non, c'est un acte important. Ils rencontrent, alors en plus il vient nous donner des leçons, ça c'est encore autre chose, mais il amène 6 de ses 7 enfants et en plus ils sont habillés en uniforme militaire. Je trouve ça assez choquant. Oui. Le sujet de la réduction de la présence militaire américaine dans l'OTAN n'est pas un sujet facile. On le traite ici sur LCI. À chaque réunion de l'Alliance Atlantique, les dirigeants en parlent. Ils en parlent officiellement, ils en parlent officieusement. Et vendredi, une liste secrète des capacités que les Américains veulent retirer d'Europe a été partagée. Et cette liste est absolument explosive. Donc on va la détailler, on va prendre le temps de la détailler avec vous. Et déjà, je voudrais expliquer et que vous nous donniez quelques détails supplémentaires, Général Richoux, qu'il s'agit du modèle qui prévoit combien de troupes et quelles troupes l'OTAN est capable de placer sur le front en différents nombres de jours. Donc il y a 3 phases, soit en 10 jours, soit de 10 à 30 jours, soit dans un délai de 6 mois. Alors ça s'appelle, je cite, le modèle de force de l'OTAN. Oui, c'est les plans de défense en fait qui permettent d'approvisionner le front petit à petit en cas de crise. Et la première phase, elle est déjà mise en place puisqu'il y a déjà un bataillon dans chacun des pays qui sont dans pays baltes, Pologne, etc., Roumanie, etc., qui sont contre la Biélorussie et puis même l'Ukraine et puis la Russie. Oui. Et ces forces doivent pouvoir monter à une brigade dans chacun de ces pays-là. Donc, mais alors, voilà. Chaque pays membre fait une offre de capacité pour les forces terrestres, les forces maritimes, les forces navales. Mais je crois que c'est un peu comme un marché, donc chacun. Oui, c'est un marché. Et puis alors moi j'ai connu ça. Alors là, dans le détail, si vous voulez, ce qu'on appelle la génération de force. Et dans la génération de force, qu'est-ce que c'est que ça ? La génération de force, c'est générer les forces pour pouvoir générer les forces. C'est la génération. Une opération, vous voyez ? D'accord. Donc, alors vous avez des réunions, et là vous avez toujours des chiffres dithyrambiques, on va faire ci, on va faire ça, tout va bien, regardez, on va approvisionner. Et puis quand la décision tombe, eh bien la moitié des forces qu'on a promis en général, eh bien est retirée, les gouvernements veulent plus, deviennent frileux, etc. Donc ça reste quand même un grand marché, un grand souk cette affaire-là, j'allais dire. Mais c'est comme quand on promet une grosse somme d'argent et puis que finalement après, il y en a beaucoup moins. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y a toujours un marchandage. Voilà, c'est ça. On veut montrer qu'on est des bons élèves, et puis quand il faut y aller, et ben finalement tout le monde regarde ses chaussures, et souvent la France s'est retrouvée un petit peu seule, je dirais, en première. Mais alors là, il s'agit, Général Richoux, justement des chiffres énoncés par les Américains, selon ces documents qui ont fuité. Alors concernant les avions. Voilà. Concernant les réductions, concernant les avions, il y a les avions ravitailleurs et les avions de chasse. Alors, vous voyez que on passe d'un certain nombre à un nombre plus réduit pour les avions chasseurs à 99 et ravitailleurs à 63. Donc, déjà, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, nous, on a plusieurs centaines de chasseurs en Europe, bien entendu, mais là, voit... Nous, les Français. Non, les Européens. Ah bon, on est quand même 27. Non, on est 27. Et puis, il y a 32 membres, je dirais, au sein de l'OTAN. Donc, c'est des centaines et des centaines de chasseurs. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais là, il y en a un tiers de moins, c'est-à-dire que les Américains se retirent d'un tiers. Et ils se retirent de 20 ou 25% des avions ravitailleurs. Et comme ils ont des grosses capacités, notamment d'avions ravitailleurs par rapport aux autres, ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle, effectivement. Si ça se fait, ça peut être des plans qui ne seront jamais appliqués. Alors, pardon, mais c'est encore une autre mauvaise nouvelle. Vous dites que... Alors, attendez, on continue
continue le tableau. Pour les drones, tout simplement, voici ce que nous offrent, si je puis dire, les Américains, leur réduction décidée, c'est-à-dire que tous les drones de reconnaissance de longue distance vont être retirés. Ça veut dire qu'ils en ont besoin ailleurs. Je pense que là, qu'ils ont un véritable problème, un problème de capacitaire. C'est-à-dire que on voit d'ailleurs avec, c'est faut le relier avec les Tomahawk qui seront pas livrés à l'Allemagne. Je pense véritablement qu'ils ont des matériels critiques qu'ils sont obligés de retirer pour approvisionner des fronts prioritaires. Alors c'est toujours pas une bonne nouvelle, mais il y a une explication qui est celle de la guerre véritablement de Hormuz actuellement. Bertrand Galichet. Oui, c'est un signal très clair justement des difficultés capacitaires des États-Unis. Et pour rebondir sur ce qui a été dit concernant les Tomahawk, vous avez d'ailleurs observé que le ministre allemand de la Défense, M. Boris Pistorius, n'est pas du tout dans l'explication qui est fournie par ailleurs, qui serait il ne faut pas froisser la Russie, il ne faut pas la provoquer. Il dit simplement c'est parce que les Américains n'ont plus les moyens de déployer des Tomahawk chez nous. Et je pense qu'il a raison, que la raison de fond est celle-là, et ça n'est pas une raison politique, c'est une raison juste logistique. Ce qui est quand même, je dirais, un peu rassurant sur les intentions des États-Unis, mais ce qui est indiqué là, c'est aussi une façon, cette fois politique, de faire pression sur les Européens pour leur dire débrouillez-vous maintenant, prenez-vous en main. C'est pas la première fois que les États-Unis le disent. Reste à savoir si effectivement les Européens maintenant décident de s'armer avec du matériel européen et non plus avec du matériel américain. Est-ce que ça fera les affaires de Washington? Est-ce que le président Trump en sera content? C'est une autre histoire. Oui, Sylvie. Oui, la question est de savoir si effectivement les Européens en retiennent la leçon. C'est-à-dire s'arment eux-mêmes, achètent du matériel européen plutôt que de compter sur les Américains qui sont capables de décider à la dernière minute de ne pas fournir et qui de toute façon le vendent très très cher. Oui, alors continuons le tableau parce qu'il y a également la marine, tout ce qui concerne la marine. Là aussi, ce sont des réductions, vous voyez. En ce qui concerne les groupes de combat porte-avions, il y en avait 2. Il n'y en aura plus qu'un. Le groupe des destroyers, etc. Donc tout cela va vers le moins. Mais vous dites, Général Richoux, que ça n'aura pas lieu. Non, je n'ai pas dit que ça n'aurait pas lieu. Je pense que ce sont des plans qui sont déjà décidés. Mais ça c'est très concrètement des plans. Non, mais qui sont destinés à nous faire réagir, et il faudra voir véritablement comment ils sont mis en œuvre. Oui, mais à nous faire réagir pas. On n'a aucune manière de retenir ce matériel américain. Alors le Congrès, lui, on a une manière, c'est parce que normalement en Europe, ils doivent garder au moins 74 000 soldats selon la loi. Donc il faudra voir comment tout ça s'équilibre avec les mi-termes qui arrivent. Et là, je n'ai pas la réponse, je dirais, politique de cette affaire. Gallagher, est-ce que c'est un signal? Oui, et qui a été annoncé à de multiples reprises, notamment par le personnage dont on parlait il y a quelques secondes, à savoir Pete Hegseth, qui a dit écoutez, notre grand dossier, c'est l'Asie, c'est la Chine, et donc on a besoin d'hommes. Il se concentre sur le Pacifique. Effectivement, donc ça fait partie du pivot, ça a été annoncé. Alors le Pentagone n'a pas publié son document de ce qui s'appelle Force Posture, donc c'est-à-dire le positionnement des troupes à travers le monde, qui est normalement une publication régulière au même titre que le document de sécurité nationale. Donc il y avait une vraie interrogation du côté des Européens parce que c'est un signal très important envoyé. Donc il y a aussi un aspect brouillon et entre guillemets on va voir comment ça se passe parce que entre temps il y a, et ça a été dit, le dossier Hormuz et donc iranien qui a nécessité une réallocation et donc une réorientation. Oui, mais tout ça n'est pas terminé. Oui, non, tout ça n'est pas terminé. Et puis quand même, on l'a brièvement esquissé, il y a un côté dans la manière dont c'est annoncé, les Américains, cette administration plutôt ne s'en prive pas, punition à l'endroit des Européens. Donc, par exemple, quand ils retirent 5 000 hommes de Roumanie, alors on peut dire sur les 100 000, c'est rien, c'est purement symbolique, etc. Mais voilà, dans la manière de l'annoncer, de le faire, il y a un côté, et c'est pour ça que je parlais de Pete Hegseth, vous vous comportez mal, vous trahissez les valeurs, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous êtes censé être et ce qu'on veuille que vous soyez, donc on retire une certaine rudesse. Oui, absolument. Et effectivement, il n'y a pas qu'en Europe que ces décisions sèment l'incertitude et l'embarras. Vous avez raison, Gallagher. Même aux États-Unis, l'armée américaine attend des éclaircissements sur parfois ces rotations qui subitement n'ont plus lieu d'être.
Non, comme sûr. Celle de cette brigade du Texas qui devait être envoyée en Pologne. Non, totalement. Et par ailleurs, penser aussi aux forces qui restent sur la zone proche et moyenne-orientale, avec des rotations bien plus longues que prévues, et dans des situations parfois très insécurisantes ou très inconfortables, puisque ce qu'on a appris au travers de reportages par la presse américaine, c'est que notamment les forces qui avaient été visées dans la péninsule arabique n'étaient pas du tout dans des structures renforcées, mais étaient dans des sortes de préfabriqués où elles n'avaient pas de protection adéquate par rapport à la menace type drone et balistique. Donc il y a tout cela qui est en jeu en ce moment, avec une administration qui donne parfois le sentiment d'hésiter et d'avancer au fil de l'eau, avec derrière quand même un personnage dont on parle de temps à autre, Eldridge Colby, secrétaire adjoint au Pentagone, qui est très très important et décisif sur pas mal de ces questions, un personnage qui lui est très idéologisé et qui pousse pour un désengagement militaire américain dans de nombreuses zones. Oui, alors, non-intervention. Autre défi, c'est celui du calendrier, général Richoux, parce que les Européens doivent se mettre d'accord entre eux sur comment combler ces lacunes, et il y a quelque chose qui va arriver assez vite, c'est la réunion de l'OTAN à Ankara, en Turquie, le 1er juillet, et comment communiquer un accord lors de cette réunion. Eh ben moi, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'accord, que ça va être, il va y avoir des mois et des mois de négociations. D'abord parce que les capacités, les trous capacitaires qui sont annoncés, notamment, je pense au hasard, aux avions ravitailleurs. Les chasseurs, on en a, bon, grosso modo. Mais les avions ravitailleurs, ils en retirent 20 ou 25%. Ces avions ravitailleurs, on ne les a pas. Nous, on en a quelques-uns, mais les Européens n'en ont pas. S'ils retirent par exemple, des AWACS, ces capacités de surveillance de l'espace aérien et de combat aérien, eh bien, on aura véritablement des trous dans la raquette. Et ces trous dans la raquette, s'ils le font, on va les avoir. Ça, c'est absolument certain. On va les avoir, et on va les avoir pour longtemps. Parce qu'on ne peut pas, des appareils qui coûtent des dizaines de millions de dollars, ou des centaines de millions de dollars, vous n'allez pas les combler en 6 mois. Là, donc, il va y avoir, à mon avis, des très très grosses bagarres. Et vraisemblablement, oui, c'est pour nous mettre devant nos responsabilités. Bon, et après, il faut voir comment ça va être mis en œuvre dans la pratique. Oui. Non, mais en fait, ça fait des années que les Américains nous disent débrouillez-vous tout seuls. Donc ça fait des années qu'on fait rien. Et ça fait des années qu'on fait rien. Oui, voilà. Je veux dire, même sur l'Afrique, quand on avait encore des capacités pour intervenir en Afrique, les Américains nous disaient vous n'êtes même pas capables sur le plan logistique. Non. Mais qu'est-ce qu'il faut alors pour que nous réagissions ? Vous avez besoin des ravitailleurs, vous avez besoin du transport de troupes. Et c'est vrai. Donc pourquoi on ne l'a pas fait ? Pourquoi on ne l'a pas fait ? Oui, parce que on a créé. Oui, absolument. Je sais. Il n'y a aucune excuse à cette affaire-là, car s'il y a un seul des points sur lesquels je suis d'accord avec Trump, et il n'y en a pas beaucoup, c'est véritablement qu'on a profité de la couverture, pas les Français d'une manière générale, mais l'Europe a profité de la couverture des Américains pendant des années pour dépenser dans les dépenses sociales, ce qui aurait dû être dépensé dans les dépenses militaires, et aujourd'hui on en paye le prix. Et ça, la lâcheté, un jour, se paye toujours. Et donc là, on le voit, on est quand même mis devant nos responsabilités. La lâcheté se paye toujours, vous avez raison. Bien entendu. Ça, il faut bien le souligner. Oui. Revenons aux drones, puisque les drones, c'est quand même le nerf de la guerre des guerres d'aujourd'hui. Ayant mesuré leur importance, l'importance des petits drones moins chers, les États-Unis, justement, ont décidé de combler leur retard sur le terrain, parce qu'ils ont un retard sur le terrain concernant ces petits drones. Et pour diversifier un réseau de fournisseurs jugés sclérosés, le Pentagone mise sur des start-up parfois fondées par d'anciens amateurs de drones, et organise un concours pour départager ces start-up. Et à partir de ce lundi, Gallagher, il va y avoir, et ça va durer 18 mois, un concours pour départager ces entreprises en concurrence. Alors, le prix à gagner, c'est bien sûr d'être choisi par le Pentagone. Le prix à gagner, c'est que si vous êtes choisi par le Pentagone, ça va se chiffrer en centaines de millions de dollars. Et qui concourt ? Alors, qui concourt en pole position ? Il y a quand même une firme britannique associée, bien sûr, à un fabricant ukrainien. Non, bien sûr. Donc c'est là pour le coup, c'est une initiative qui est très maligne, qui est voilà très très intelligente, qui consiste à mettre en place des processus afin de générer un intérêt pour ce secteur, d'accroître la participation du secteur privé et d'identifier les champions d'aujourd'hui et des demain, de les faire financer afin de monter très rapidement en gamme, à la fois en quantité, en qualité, avec des projets qui soient vraiment, j'allais dire, dernier
décrit, et dans ce secteur-là, et vous y avez fait référence, les Ukrainiens, de par leur expérience, ont quand même une avancée assez notable. Je pense que ce qui peut refroidir un petit peu les ardeurs, c'est que cette administration, elle a quand même largement mis la main sur le Pentagone, et juste contrat, c'est un des plus gros budgets du gouvernement fédéral, et donc vous avez des membres de la famille Trump qui investissent dans certaines de ces boîtes et qui peuvent finir par être choisis. Justement, dans certaines de ces boîtes, on trouve un ancien champion de course de drones, un jeune amateur qui a monté une société spectacle de drones lumineux, ou un autre qui était spécialisé dans les drones pour suivre l'état du gazon sur les terrains de golf, par exemple. Donc vous avez raison, Gallagher. Il y a de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Pentagone mise aujourd'hui sur les petits drones qui sont moins coûteux, mais écoutez, regardez, Pete Hegseth, toujours le même, le ministre de la guerre, qui, il y a un an, sortait cette vidéo, un tuto, puisqu'on se rend compte maintenant que c'est un des modes d'expression préférés de Pete Hegseth, à propos des drones. Et là, il parlait pas du tout des petits drones. You know what? We know why we were put here. We were brought here to rebuild the military, match capabilities to the threats of today. So while our adversaries have produced millions of cheap drones, before us, we were mired in bureaucratic red tape. Not anymore. In June, President Trump issued an executive order unleashing American drone dominance to bolster our drone industry and arm our warfighters, because that's what we're all about. We'll arm combat units with a variety of low-cost, American-crafted drones, leveraging our world-leading engineers and AI experts. Here's the memo we're signing today, delivered via drones. Here on the front lawn of the Pentagon, with some of our great warfighters flying them. This is the future. We're in the fight. We're in the fight to win it, and we're never going to back down. Bon, on est dans la fight pour gagner. Alors, c'est l'anniversaire de Pete Hegseth aujourd'hui. On lui souhaite un bon anniversaire. Bertrand Galichet, effectivement. Alors, là, donc, le Pentagone a changé son fusil d'épaule, si je puis dire. Et après chaque défi, puisque les défis vont commencer dès demain et pour 18 mois, pour ces petits drones, davantage de contrats sont attribués aux vainqueurs, donc ces startups que je mentionnais à l'instant. Mais le prix payé par le Pentagone pour chaque drone diminue. Oui, parce que ça peut faire des affaires. Évidemment, et donc on connaît bien le sens du business de l'administration Trump, et ils sont parfaitement au point là-dessus et tout à fait capables de relever ce défi. Mais vous savez, ce à quoi on assiste là, c'est tout simplement une version modernisée de l'appel d'offres, en l'occurrence un appel d'offres international, mais sur des enjeux qui sont colossaux. Et ça rappelle, on parlait tout à l'heure des cérémonies du débarquement de ce 6 juin, ça rappelle l'appel d'offres qui avait été lancé pour la fameuse Jeep Willys qui a arpenté les plages du débarquement et ensuite toute l'Europe. Eh bien, ça a été à peu près le même processus, sauf que c'était à l'intérieur des États-Unis et ça n'était pas ouvert naturellement à d'autres pays, notamment des pays européens, pour les raisons qu'on peut imaginer. Là, c'est un moyen assez astucieux et probablement très efficace de répondre à ce nouveau défi et qui permettra certainement aux États-Unis de rattraper ce retard qui est encore important aujourd'hui, parce que on a bien vu que les Ukrainiens, par exemple, et les Russes dans la foulée ont pris de l'avance et que maintenant les États-Unis veulent rattraper ça parce qu'on voit que c'est devenu central dans la guerre. Mais ceux qui ont pris de l'avance, c'est bien sûr ceux qui font la guerre, bien évidemment. Oui. Alors passons à une autre guerre, la guerre en Iran. Ce matin, l'armée américaine a abattu 4 drones, vous voyez, encore des drones, lancés vers le détroit d'Ormuz et a frappé en représailles des sites de radars de surveillance côtière iraniens, à Garouk et sur l'île de Keshm. Et les gardiens de la révolution, bien évidemment, ont répliqué en déployant des frappes de missiles contre des bases américaines de la région, c'est-à-dire au Koweït et à Bahreïn. 6 ont été interceptés et dont un drone n'a pas atteint sa cible. Jordan Olivier, vous êtes au Qatar pour LCI. Quel est le bilan matériel à l'issue de ces frappes iraniennes de ce matin ?
Eh bien, le bilan matériel, en tout cas, il n'y en a pas vraiment, puisque les frappes iraniennes n'ont pas atteint leur cible. En fait, il y en a eu 7 des frappes iraniennes et 6 ont été interceptées par les défenses anti-aériennes. Une a réussi à passer, mais finalement, elle n'a pas atteint sa cible. Donc voilà pour le bilan. Pas de dégâts matériels, pas de morts ni blessés. Évidemment, c'est important de le souligner. Et ici, notamment au Qatar, mais de manière globale, l'ensemble des pays du Golfe reste très attentif à ce qui se passe. Le bilan aujourd'hui, il n'est pas lourd, mais il a été un peu plus lourd il y a quelques jours, notamment mercredi, avec, je vous le rappelle, ces frappes iraniennes sur le Koweït et notamment sur un aéroport civil. Il y a eu un mort et au moins 60 blessés. Donc la question qu'on se pose ici, notamment au Qatar, est-ce que finalement les Iraniens vont reprendre leur opération sur des sites civils comme ça a été le cas en milieu de semaine, ou est-ce que finalement, s'ils continuent de frapper, ils se concentreront sur des cibles militaires américaines, car aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était bien des cibles militaires américaines qui étaient visées par les gardiens de la Révolution. Oui. Bon, Sophia Mara, ne croyons pas qu'il ne se passe plus rien dans le détroit d'Ormuz et du côté iranien et du côté américain. Les escarmouches continuent de part et d'autre. Le cessez-le-feu, finalement, est constamment violé. Oui, c'est un cessez-le-feu qui n'en est pas réellement un. Enfin, qu'on n'est pas un, faudrait s'entendre sur les mots. Moi, ça commence à m'agacer, ces histoires de mots. C'est le feu à l'oriental, on va dire. Ah, d'accord. C'est ni guerre ni paix, où effectivement, comme vous le disiez, il y a des escarmouches des deux côtés, ou de la part des deux belligérants, notamment les États-Unis et l'Iran, mais bien sûr aussi Israël, côté libanais. Et ça, ce ne sont pas que des escarmouches, mais évidemment que c'est un État qui semble perdurer, puisque l'administration américaine ne parvient pas à arracher un protocole d'accord à Téhéran qui puisse permettre à Donald Trump de sortir rapidement ou de s'extraire de ce bourbier avec un semblant de victoire qui puisse lui permettre de rentrer à la maison et de faire rentrer ses boys définitivement. Et on n'y est pas. Et aujourd'hui, ou enfin il y a hier plutôt, il a même parlé d'un détroit d'Ormuz qui pourrait être fermé jusqu'au Labor Day, c'est ça. C'est-à-dire 7 septembre. Ouais, carrément, 7 septembre. Oui. Enfin, il en a parlé. C'est une journaliste qui le lui fait dire. Elle lui dit, est-ce que ça pourrait durer jusqu'au 7 septembre ? Et finalement, il dit, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, il semble s'habituer au temps long, comme les Iraniens. Et pourtant, il est impatient, Donald Trump. Pourtant, c'est un homme impatient, mais il semble s'y être habitué. Galguer. Non, mon sentiment, et Jordan Olivier, à la fin de son direct, là, parlait de cibles militaires pour la journée, mais on voit les images du terminal numéro 1 de l'aéroport international de Kuwait City. Il y a une forme de disproportion pleinement assumée par le régime iranien qui montre à la fois qu'il est en train de s'inscrire dans une logique de ce qu'on appelle la maîtrise, la domination de l'escalade, et qui, je crois, par ces images et ces tirs de missiles et de drones, est en train d'envoyer un signal très très clair à l'administration américaine, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de phase intermédiaire. C'est-à-dire que soit, et c'est pour ça qu'ils vont vers le haut, soit il y a un retour à la guerre de haute intensité pour solder cette affaire une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire un vainqueur. Là, la barre est haute, là, quand même. Hein. Oui. Soit ça se fera par un accord, et ça va nécessiter des concessions et des compromis. Oui. Et on commence à ce que vous dites là, Gallagher, c'est la stratégie de Trump depuis le départ. Alors non, parce que Trump, lui, il peut se satisfaire pendant un moment de cette espèce de, j'allais dire, conflit de basse intensité. Vous tirez sur des navires, on tire sur des navires, et puis ça bouge pas énormément. Mais il a quand même envie que ça se règle. Ça abîme les capacités de dissuasion iraniennes, mais ça va pas résoudre, j'allais dire. Et les Iraniens, si vous voulez, essayent de dire que ils ne veulent pas installer dans les esprits de la région l'idée que les Israéliens, finalement, peuvent revenir tous les 6-8 mois pour cibler le nucléaire, l'énergétique, les commissariats, etc. C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait un point final, et encore une fois, ce point final, ce sera soit par les armes, soit par la plume, mais hors de question d'emprunter un chemin intermédiaire avec de la basse ou de la moyenne intensité de temps à autre. Il y a quand même de la retenue. Même. Attendez, Sylvie et puis Bertrand Galichet. Non, le problème, c'est que Donald Trump a deux contraintes. Un, son anniversaire, et deux, le 250e anniversaire des États-Unis. Et la ressource. Le 4 juillet. Et donc, il ne peut pas reprendre la guerre avant ce moment-là. Donc, il est dans une situation
situation un petit peu de faiblesse vis-à-vis des Iraniens. Alors après, on verra, mais le sentiment quand même, c'est que comme sa base, Magaï, n'est pas très favorable, il n'a pas envie de reprendre la guerre. Il met l'accent sur la négociation, sauf que les Iraniens sont en position de force parce qu'il aura du mal à obtenir mieux que Obama en 2015. Bien sûr. Et il y a une interrogation aussi, quand même, très rapidement, sur les stocks d'intercepteurs américains, que ce soit les THAAD, les Patriots, tout à l'heure on a parlé du Tomahawk, il y a eu une consommation, et ça les chiffres sont sortis, au minimum frénétique dans les premiers jours, qui fait que je pense que même si bien sûr officiellement personne ne le dit, disent au président attention, les jauges, elles sont pas exactement au niveau nécessaire. Alors Donald Trump est effectivement toujours très agacé quand on lui pose des questions. Malheureusement, on lui en pose, bien évidemment. On fait notre métier, nous autres journalistes et nos collègues américains le font. C'est-à-dire, il lui pose des questions sur la guerre, bien évidemment, et sur cette guerre. Combien de temps elle va durer ? Et justement, qu'est-ce qui reste des capacités iraniennes ? Alors, il a donné un nouveau chiffre. Nous avons totalement détruit leur armée. Il leur reste quelques missiles, il leur reste quelques drones. Vous savez combien de missiles ? Oui, exactement. Combien ? Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez me donner un ordre de grandeur ? Il leur en reste quelques-uns. Je connais le chiffre presque au missile près. Et nous savons aussi où ils se trouvent. Et nous savons où sont leurs drones. Et nous savons où sont leurs usines de drones. La plupart des usines de drones ont été détruites. La plupart des rampes de lancement ont été détruites. Et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits. Mais ils ont encore des capacités. Ils ont quelques missiles. Je dirais qu'en pourcentage, peut-être 21-22% de leurs missiles. Ça fait beaucoup de missiles, mais ce n'est pas ce que c'était quand nous avons lancé notre première attaque. Vous dites qu'il leur reste 21-22% de leurs missiles ? C'est correct, oui. Mais un certain temps avant d'arriver à ce chiffre, Bertrand Galichet, mais donc 21 à 22% de leurs missiles, dit Donald Trump, après avoir dit et souligné, un peu fier à bras, je connais le nombre de missiles qu'il leur reste au missile près. Ça n'est absolument pas crédible et on voit quand même depuis des semaines des chiffres et des statistiques qui fuitent et qui sont tous assez vagues et parfois contradictoires. Là, dire qu'il reste 20 ou 21% de missiles, une précision. Donc vous pensez que c'est totalement fantaisiste ? N'a aucun sens. C'est totalement fantaisiste. D'ailleurs, les fuites qui viennent de la CIA, du renseignement militaire américain, tout ce qu'on lit dans la presse à longueur de journée, dans la presse américaine, explique qu'il y a une incertitude énorme sur les capacités résiduelles et sur la capacité de nuisance des Iraniens. Donc, ce que raconte là, en fait, Trump, ça ne sert qu'à le décrédibiliser et à gagner du temps. Mais apparemment, une partie de son électorat s'en contente et il arrive finalement à un peu amuser la galerie avec des déclarations comme ça, toutes plus contradictoires les unes que les autres. Et d'ailleurs, on voit bien, parce qu'on parlait de la chronologie tout à l'heure, celle des dates qui ont été annoncées, des rendez-vous historiques, ou en tout cas qui sont très importants symboliquement pour lui, mais apparemment il n'en a cure parce que la guerre peut continuer à bas bruit et ça ne l'empêche en aucun cas de faire la Coupe du Monde de football, son anniversaire, les 250 ans des États-Unis, tout cela peut-être même d'ailleurs jusqu'au midterms, peut continuer. Et donc, on voit bien quand même... Peut-être même jusqu'au midterms. Mais oui, il y a une décorrélation entre la pression que l'on croit voir sur les épaules de Trump et puis la réalité que lui vit, ou en tout cas celle qu'il présente. En revanche, il y a un autre problème qui est beaucoup plus urgent et qui va, je pense, s'inviter dans notre actualité à nous, Européens, c'est la question de la fermeture du détroit d'Ormuz et donc de l'approvisionnement en pétrole, parce que les Iraniens peuvent continuer à se satisfaire ou à supporter cette situation, les Américains aussi, mais pas du tout les Européens. Donc il va falloir un jour que les Européens arrêtent de dire ça n'est pas notre guerre, on interviendra quand ça sera réglé. Donc il faudrait ils veulent intervenir qu'après, parce qu'ils ne veulent pas intervenir maintenant. Donc c'est pas notre guerre. Voilà ce que disent les Européens. Oui, tout à fait, mais en fait, Trump peut durer comme ça précisément parce que c'est pas une guerre et que le Congrès ne juge pas que c'est une guerre. Donc ça, il peut effectivement continuer. En revanche, il peut pas reprendre des frappes. Quant aux Européens, moi, je suis tout à fait d'accord. À force de dire que c'est pas notre guerre, on est quand même pas mal. Ça devient un peu ridicule sur le plan économique. Oui. Et d'ailleurs, on ne sait pas maintenant où est le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle. Il fait toujours des ronds dans l'eau.
Mais c'est intéressant d'ailleurs votre question, parce que c'est une question aussi qui concerne les Américains. La flotte, elle continue à faire des ronds dans l'eau au large du détroit d'Ormuz, mais si ça dure, il va falloir un jour relever ces troupes-là. Oui, bien sûr. Et donc c'est très compliqué de trouver des porte-avions nucléaires. Aujourd'hui, ils font un essai face à la Chine, il y en a qui sont en grand entretien pour leur chaudière nucléaire, il y en a qui sont face au détroit d'Ormuz, et donc il sera très très compliqué de relever une force comme ça. Donc il a encore un peu de temps, mais on a bien vu ce que ça donne avec le Ford, qui reste presque 300 jours en mer. Ça a des dégâts humains, même matériels, absolument à un moment considérable, et il y aura des décisions qui devront être prises. Et pour finir sur les missiles, il dit 21%, là je suis d'accord, c'est absolument fantaisiste. Le 21, c'est quasiment Poutine, ça. Ouais, voilà. Mais, quand je vous disais qu'ils se ressemblent. Mais oui, on dirait, c'est entre 20, ça c'est le chiffre que donne tout, et les services de renseignement vont jusqu'à 60-70%. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on est vraiment dans une fourchette, en fait personne ne sait. Voilà, s'il faut quand même le dire, quand même une certaine forme d'ignorance, mais je ne crois pas que ce soit 20%. Voilà. Nous sommes dans un monde où tout le monde espionne tout le monde, même au sein des pays alliés. Alors effectivement, on le sait tous, même si on ne peut pas vraiment l'entendre, parce que c'est quand même pas très agréable à entendre. Mais le Pentagone aujourd'hui est particulièrement préoccupé par l'intensification de l'espionnage d'un pays en particulier, et il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël, c'est-à-dire que selon le Pentagone, enfin ça n'est pas dit officiellement bien évidemment, les agences d'espionnage israéliennes auraient écouté très récemment, avec beaucoup d'intérêt, les négociateurs américains qui sont en train de travailler sur un accord de paix dans la guerre avec l'Iran. Et un négociateur de paix en particulier, c'est-à-dire Steve Witkoff. Nous sommes en ligne avec Stéphane Goldin. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire, vous connaissez très bien toutes ces questions. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Est-ce que c'est... Alors, oui, c'est tout à fait possible que Israël espionne les États-Unis, et d'ailleurs c'était connu et toléré, mais il semblerait qu'il y ait une recrudescence dans un sens qui ne plaît pas beaucoup aux Américains. Alors écoutez Anne, d'abord tout vient d'un article qui est sorti dans le NBC et qui a été concrètement, je dirais, contesté même par la Maison-Blanche, et le Pentagone ne dit rien. Alors comme vous l'avez dit, ça, c'est normal, hein. On sait très bien que les États-Unis et Israël, je dirais, tolèrent, je dirais, un certain niveau d'espionnage entre eux. D'ailleurs, il faut savoir qu'à Kiryat Gat, au sud d'Israël, il y a un bâtiment commun avec un commandement commun, et à chaque étage, il y a un étage pour Israël, un étage pour les États-Unis. Et on sait très bien qu'il y a évidemment probablement énormément de renseignements qui sortent. Maintenant, ça n'empêche pas, évidemment, Israël et les États-Unis de continuer à coopérer ensemble, de travailler ensemble. Israël nie, évidemment, ce qui est dit par ce journal NBC. Mais Stéphane Goldin, est-ce que je peux vous couper un instant, parce que vous nous racontiez, c'est très intéressant, effectivement, ce bâtiment où, alors si je comprends bien, les Israéliens et les Américains travaillent ensemble sur certains dossiers, mais ils ont tout de même au sein de ce bâtiment qui est censé contrôler ce qui se passe le cessez-le-feu sur Gaza, je crois. Mais dans ce bâtiment, il y a un étage où il n'y a que les Américains et un étage où il n'y a que les Israéliens, ce qui est bien la preuve que on ne peut pas tout partager. Bien sûr qu'on ne peut pas tout partager. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, Israël se pose énormément de questions sur quelle est la stratégie du président Trump. Et c'est vrai que, comme on se le pose d'ailleurs sur ce plateau, énormément de questions se posent. Et il est peut-être probable que Israël ait, en tout cas, fait écouter certains téléphones avec certains logiciels qui ont intégré certains téléphones de haut gradé américains pour savoir ce qui se dit au plus haut niveau, je dirais, de l'administration Trump. Maintenant, comme je voulais vous le dire, ça n'empêche pas qu'il y ait une coopération commune entre services de renseignement. Il y a tous les jours, je dirais, des informations qui sont, je dirais, partagées entre les grandes institutions du renseignement, qu'elles soient américaines ou israéliennes. Et d'ailleurs, il y a eu, il y a quelques jours, un rapport qui a levé la censure militaire israélienne. On en avait parlé un petit peu sur votre plateau au mois de mars, mais on n'avait pas tous les éléments. Il s'est passé que et la CIA avec le Mossad
ont armé des populations kurdes au mois de mars dernier. Ça a été relevé par un journal très proche du pouvoir turc, le Daily Sabah, et ces armes venaient du Hamas et du Hezbollah d'ailleurs. Mais donc on a vu qu'il y avait cette coopération. Bon, cette opération est tombée parce que le président Erdogan a téléphoné à Trump en disant je ne veux pas qu'il y ait un embryon. Oui, mais enfin brièvement, Stéphane Goldin, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que la CIA et le Mossad avaient armé. Laissez-moi terminer pour que ça soit bien clair pour celles et ceux qui nous écoutent. Avaient armé effectivement des milices kurdes avec des armes saisies au Hamas et saisies au Hezbollah, mais quelqu'un a mis son veto. Qui est-ce ? Celui qui a mis son veto, il s'appelle Erdogan. Voilà. Erdogan n'a pas voulu qu'il y ait un embrasement de la région et donc il a fait stopper cette opération pour pas que les choses s'enveniment, compte tenu de la position des Kurdes par rapport à la Turquie et par rapport à la Syrie. Mais pour en revenir à la question initiale, oui, il y a évidemment probablement, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire entre Israël et les États-Unis, des opérations d'espionnage entre ces deux pays, mais ce n'a jamais empêché, je dirais, une coopération qui continue à s'effectuer tous les jours. Oui, mais quand même, Sylvie Berman, il y a un contexte, il y a une recrudescence, enfin un accroissement dans le contexte de préoccupation qui concerne la menace, ce que les Américains appellent effectivement la menace de contre-espionnage plus générale de la part d'Israël. C'est-à-dire que le niveau de cette menace a été relevé à son maximum par les Américains. Oui, et ça, c'est inédit. Non, mais tout à fait, parce que pour les Israéliens, c'est une guerre qui est existentielle. Ils sont furieux que les Américains y aient mis fin à un moment qu'ils jugent inopportun. Donc, bien évidemment, ils espionnent ce que les Américains sont en train de faire. Donc, ils ont été installés des logiciels d'écoute sur les téléphones de hauts responsables américains. Mais c'est un des meilleurs services de renseignement au monde. Bien évidemment qu'ils le font. Et il serait idiot de ne pas le faire, d'ailleurs, même si Stéphane Goldin ne peut pas l'avouer de cette manière. Oui. Mais tout le monde espionne tout le monde. Enfin, non, ça, je l'ai dit en introduction. Y compris entre amis. Souvenez-vous, sous Obama, des antennes qui avaient été installées sur le toit de l'ambassade américaine à Paris. Oui, et Angela Merkel. Donc, bien sûr. Voilà, il y a d'innombrables de Madame Merkel à Berlin également par les services de renseignement. Donc, et on parle de l'espionnage politique et il faut aussi parler de l'espionnage industriel parce qu'on se rappelle quand même que les Israéliens aujourd'hui essayent d'acquérir une certaine autonomie stratégique vis-à-vis des Américains. Et donc je crois également que, bien entendu, l'industrie américaine est une cible également pour eux. Bon, c'est sans doute légitime, hein, je veux dire, quand on a des intérêts nationaux, je veux dire, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, mais il faut pas oublier que les intérêts industriels sont vraisemblablement... Bon, Stéphane Goldin, on revient vers vous. Donc, concrètement, là, est-ce qu'il n'y a pas une ligne qui a été franchie de la part d'Israël par rapport à cet espionnage des États-Unis qui est considéré maintenant... Enfin, la menace a été élevée à son plus haut niveau. Et concrètement, c'est Steve Witkoff qui est espionné et également Elbridge Colby qui est le plus haut responsable politique du Pentagone. Oui, non, je ne pense pas qu'une ligne rouge ait été franchie. Je pense que ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois qu'il y ait des opérations d'espionnage qui se font, même avec un pays d'amis. Comme je vous le disais au tout début, actuellement, c'est vrai qu'Israël aurait voulu que cette guerre puisse se continuer, peut-être avoir un autre tournant, et c'est vrai qu'Israël aussi se pose des questions sur la stratégie que veut mettre en place Donald Trump avec son administration par rapport à la question iranienne, par rapport aussi à la question libanaise, mais plus globalement aussi sur la question entière concernant le Moyen-Orient. Donc, je dirais, c'est de bonne guerre, entre guillemets, de vouloir écouter ce que va faire l'autre pour avoir un coup d'avance. Vous savez, Israël, c'est un petit pays qui a toujours joué sur son service de renseignement pour justement éviter de se retrouver être acculé au dernier moment. Oui, enfin donc c'est-à-dire, Stéphane Goldin, que Israël se méfie terriblement de ce que du coup que pourrait lui jouer Donald Trump. Voilà, dites-nous les choses clairement. Voilà, c'est pour ça qu'Israël espionne les hauts dirigeants américains de façon plus intensive qu'il y a peu. Je n'aurais pas employé le mot se méfier. Oui, mais c'est moi qui parle, donc j'ai le droit de les employer. Voilà, mais ça, j'aurais pas utilisé le mot se méfier, j'aurais plutôt dit cherche à savoir ce que voudra faire
est ce que voudrait faire l'administration Trump par rapport à l'Iran, par rapport au Moyen-Orient. Je pense que c'est de bonne guerre, mais ça n'empêche pas, encore une fois, qu'il y ait cette coopération entre les deux pays qui continuera d'être d'ailleurs. Oui, Sophia Marin. Oui, évidemment que tout le monde s'espionne et les ennemis, les amis avant les ennemis, c'est tout à fait normal. Mais il y a quand même 2 éléments qui ont lieu récemment, enfin les dernières 24-48 heures, qui inquiètent au plus haut point Israël. En plus du fait que la politique ou la stratégie de Trump semble complètement erratique, et en plus du fait que Israël est désormais convaincu qu'il y a très très peu de chances pour que Washington reparte en guerre contre l'Iran, eh bien c'est le fait que Donald Trump veut absolument un accord avec l'Iran, quitte à lier l'histoire du Liban et le sort du Hezbollah à l'Iran, ce qui veut dire qu'en gros, il garderait à Téhéran cette carte de négociation, cette carte de pression qu'est le Liban et le Hezbollah entre les mains de Téhéran. Ça, c'est la première chose. La deuxième et la seconde et dernière chose, le second et dernier point, c'est que il y a aussi une crainte, parce que vous avez entendu tous Donald Trump dire qu'il s'était entretenu avec le Hezbollah. Vous avez entendu ça? Tout de même. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est quand même assez hallucinant. Oui. Bon, alors, on sait que Trump est toujours dans l'à peu près. A-t-il été en contact à travers un parlementaire, à travers Nabi Berri, le président de la Chambre, qui est un allié du Hezbollah au Liban? Toujours est-il que les Israéliens sont fous, furieux. Oui. Tout comme les Libanais d'ailleurs, ceux qui sont du camp souverainiste, qui ne veulent pas que le sort du Liban soit laissé entre les mains du négociateur iranien. Parce que ça reviendrait, encore une fois, à faire du Liban une carte de négociation, et alors que le Liban essaye de redevenir un pays souverain, loin de toutes les interférences, qu'elles soient américaines, israéliennes et iraniennes surtout, puisqu'en l'occurrence aujourd'hui c'est le Hezbollah qui tient le pays en otage avec cette guerre. Bon, Garfemoui, c'est bien à cause de cette guerre en Iran que cet espionnage qui effectivement est connu de tous a été intensifié. C'est à cause de la phase de négociation qui a vu les Israéliens écartés du processus par les Américains. C'est-à-dire que les Israéliens cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe entre les Américains, les Pakistanais, les Iraniens. En fait, ils cherchent à comprendre la stratégie de Donald Trump parce qu'elle n'est pas claire. Il y a effectivement, mais il y a autre chose, si vous voulez, c'est que ce qui fuite, et ça n'est pas anodin, c'est l'élévation de la menace espionnage israélienne au niveau critique, qui est le niveau le plus élevé au-dessus de grave. C'est ça. Et dire que tout le monde espionne tout le monde, peut-être, mais il n'y a aucun autre pays, et certainement pas de pays allié, qui a ce niveau de classification en termes de menace espionnage pour les Américains. Ça, c'est une première chose. Et ça alimente le récit d'une tension croissante entre les deux hommes qu'on voit à l'écran, qui est manufacturée dans une certaine mesure, parce que Donald Trump, s'il était vraiment furieux et s'il parlait vraiment, comme ça a été rapporté par Axios, à Netanyahou, il pourrait en un claquement de doigts mettre fin aux livraisons d'armes. Et il ne le fait pas. Et d'ailleurs, il continue à dire que cessent de tuer tous les jours des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, et des Libanais au Liban, etc. L'autre chose, si vous voulez, c'est que dans cette histoire, il y a aussi, vous avez montré l'un des personnages clés, c'est Steve Witkoff. Et cette histoire, elle nous dit quoi? L'immense amateurisme de ce type qui utilise aéronefs privés, téléphone privé, etc., pour conduire des missions d'une extrême sensibilité. Et ça en fait une proie très facile pour les Israéliens qui font partie des maîtres en la matière, histoire de équiper les téléphones, etc. Et les Israéliens ont été pris, comme d'autres par le passé, en flagrance de dépose de micros dans des bureaux, dans des véhicules, etc. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça n'est pas si anodin que ça. Et je termine juste en disant qu'ici, tout le monde sait que tout le monde espionne tout le monde. Mais quand vous êtes un Américain moyen, cette histoire, elle peut revêtir un caractère politique sacrément aigu. Donc ça c'est quelque chose dont les Israéliens doivent quand même se méfier. Oui, alors justement, un dernier mot là-dessus, Stéphane Goldin. Oui, écoutez, on va pas se raconter d'histoire. On sait très bien que Israël a besoin d'un maximum d'informations, et on sait très bien que pour le moment,
on a un manque d'informations concernant la stratégie de Donald Trump. On sait très bien, et Sophia Amara le disait, concernant la question libanaise et la question du Hezbollah, là aussi, on a besoin de savoir. Et à un moment donné, vous montez d'un cran votre niveau de renseignement et vous accédez peut-être à un niveau encore un peu plus poussé pour avoir un maximum d'informations, que ça soit auprès de Wilcoff ou auprès d'autres personnes, pour justement vous préserver et vous protéger par rapport à une situation que vous pourriez avoir face à vous. Et donc toute la question est de savoir comment ça peut se faire entre deux pays amis. Mais c'est vrai que ces deux pays amis ont aussi leurs propres agendas, ont leurs propres intérêts. Comme le disait tout à l'heure le général Richoux, il y a aussi de l'espionnage économique, il y a aussi de l'espionnage industriel par rapport à ce qui va se faire dans les semaines et les mois qui vont arriver concernant l'armement. Et donc tout ça rentre dans un grand pot. Et donc évidemment, la question de l'espionnage, même si tout le monde l'a démenti et la Maison-Blanche aussi a démenti cette information, elle n'est pas anodine du tout pour personne. Merci infiniment Stéphane Goldin d'avoir été en direct avec nous d'Israël. Lorsqu'il s'agit de construire sa légende, ou plutôt, soyons sérieux, d'imprimer sa marque, eh bien Donald Trump, bien sûr, est sans limite. Regardons, écoutons ce qu'il a tweeté tout à l'heure, quand je vous disais que c'est souvent le week-end que Donald Trump tweete le plus. Voilà, là on a eu droit, on va partager avec vous cette petite vidéo sur Truth Social. Trump, 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 Trump. Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Down in Mexico, they love Donald, Donald Trump. Flew to Italy, they love Donald, Donald Trump. In the Middle East, they love Donald, Donald Trump. Met some Africans, they love Donald, Donald Trump. Even in China, they love Donald, Donald Trump. Man, these Indians, they love Donald, Donald Trump. Trump, 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 Trump. Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Trump, 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 Trump. Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Voilà, on vous l'a mise un petit peu tard dans la soirée quand même pour pas que la musique reste trop dans votre tête, parce que c'est quand même fait pour être lancinant. On a bien compris le message. Alors les images, alors tout le monde aime Donald Trump. Il commence par Mexico, c'est le premier pays qui vient. Ensuite, il y a la tour de Pise. Il pense à l'Italie, Donald Trump. Et puis, donc l'Europe pour lui, c'est l'Italie. Ensuite, il y a le Moyen-Orient où tout le monde est sur un chameau. Enfin, il est sur un chameau. Puis il y a la Chine. Il y a quand même la Chine. Ensuite, on le voit bien sûr en parachute, même sur la Lune et sur un lion. Alors, on avait eu droit à Poutine à cheval, mais Donald Trump, bien sûr, c'est sur un lion. Alors, avant de commenter, je vais vous donner la parole tout de suite. Je vois que vous la voulez. Ce clip n'a pas été fait quand même par la Maison Blanche. Elle n'a pas été jusque là. C'est un fan de Donald Trump qui le lui a envoyé, tout simplement. Et Donald Trump a reposté cette vidéo de ce fan sur son réseau Truth Social. Donc, en plus de tout cela, Donald Trump donne l'image d'un dirigeant qui nourrit sa communauté de followers. Oui, mais alors là, il manque une chose là-dedans. Il n'y a pas Omaha Beach. Vous vous rendez compte un peu, le jour du 6 juin, de l'anniversaire du 6 juin 1944, il rediffuse des niaiseries de cette sorte-là, à sa gloire, et il n'y a pas un mot pour les vétérans. C'est absolument hallucinant. C'est une insulte absolue à tous ces soldats qui sont morts et qui sont au cimetière de Colville, et puis même dans d'autres cimetières en Europe aujourd'hui. Il n'en a strictement rien à foutre. Voilà, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. C'est absolument désastreux, c'est pathétique. C'est à peu près ce que m'inspire effectivement cette vidéo. Vous avez rappelé très justement que il n'est pas à l'origine de cette production. Non, mais elle ne la dérange pas, to say the least. Mais elle l'arrange. Il la reposte sur son réseau, donc ça veut dire qu'il la valide. Il la met en valeur. Et effectivement, il la met aussi en valeur. Mais ça montre quand même à la fois la démesure de l'ego du personnage et puis son absence de toute barrière et de tout filtre, y compris d'ailleurs sur la symbolique, comme ça a été rappelé sur le fait que ce 6 juin n'est pas du tout mentionné et qu'en réalité, il préfère aussi
nier la réalité du terrain, parce que on évoquait tout à l'heure le Moyen-Orient et on le voit sur un chameau au milieu du désert. Tout va bien au Moyen-Orient. Il n'y a pas de guerre dans le Golfe, il n'y a pas de guerre en Iran, Israël et le Liban, tout va bien. Et il n'y a aucune référence là-dedans sur la situation et sur les défis auxquels les États-Unis sont confrontés. Donc c'est un peu un clip en creux en réalité. Oui. Alors revenons à des choses plus sérieuses, mais enfin des éléments du réel sur lesquels Donald Trump veut absolument apposer sa marque, puisqu'en vue des célébrations du 4 juillet qui approchent, qui marqueront justement les 250 ans d'indépendance des États-Unis, eh bien il s'était déjà attaqué, si je puis dire, à la couleur du bassin d'ornement à proximité du National Wall à Washington. Et jeudi, Donald Trump a proposé, décidément, ça lui plaît beaucoup, un nouveau projet d'aménagement urbain de la capitale. L'idée est de relier le Lincoln Memorial au fleuve Potomac par une promenade, parce que pour le moment c'est pas possible. Il y a une autoroute et il veut l'appeler, bien sûr, en fait, à son nom. On écoute Donald Trump. Nous avons ici une petite info de dernière minute dont personne n'a entendu parler, mais au Lincoln Memorial, ce qui devait être la façade avant est devenu la façade arrière, et ce qui devait être l'arrière est devenu l'avant. Le chantier n'a jamais été finalisé. Il était censé y avoir une entrée principale, et nous allons la faire, ça s'appellera la promenade. Ils veulent l'appeler la promenade Trump. Je ne sais pas si j'ai envie de cela, mais ça va être magnifique. C'est un très beau projet, et ça va relier le Lincoln Memorial directement au Potomac. Oui, Gallagher Fenwick. Donc aujourd'hui, le monument est séparé. C'est un des monuments les plus visités de tous les États-Unis. Hein. Oui. Il est séparé du fleuve par 2 avenues, 2 larges avenues. Ouais. Alors il fait le faux modeste là, Donald Trump. C'est-à-dire, il dit. Day, c'est lui. Hein. Ils veulent l'appeler. Ouais. Ils veulent l'appeler Day. qui donc. Mais donc c'était déjà sur les plans initiaux du Lincoln Memorial de 1911, et donc il veut toujours apparaître comme celui qui fait advenir les grands projets. En fait, ces séquences, y compris la précédente dans toute sa niaiserie, comme le disait si bien le général Richoud, nous renseigne quand même sur son état d'esprit. Il se pense en bâtisseur. On parlait de son arc de triomphe, de sa salle de réception, de cette arche-là avec cet octogone dont il nous a révélé il y a quelques jours qu'il compte peut-être le laisser à la manière de la Tour Eiffel à Paris suite à l'exposition universelle. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Et l'image, d'ailleurs, dans la vidéo qui a été republiée par Donald Trump qui m'a le plus frappé, c'est le visage de Trump sur le mont Rushmore. Oui. En fait, Donald Trump est obsédé par la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Oui. Vous me direz, c'est le cas de tous les chefs d'État, de gouvernement, très souvent. Mais chez lui, ça se manifeste de cette manière, c'est-à-dire que cette trace, c'est pas nécessairement dans les livres d'histoire qu'il va les laisser, c'est littéralement dans la pierre, dans l'architecture, dans les bâtiments qu'il y a autour de lui. Et donc, ça part dans tous les sens. Il y a le Trump Kennedy Center pour les arts. Sur lequel il voulait apposer son nom, mais ça a été retoqué. Ça a été retoqué, effectivement. Et il y a cela. Et comme ça, chaque semaine, il fait ce type d'annonce qui nous renseigne quand même. Et pourquoi je dis que ça nous renseigne? Parce qu'il faut ça nous renseigne bien, l'histoire iranienne, c'est comme cela qu'il a été convaincu de s'adonner à ce qu'ils appellent cette excursion militaire. C'est-à-dire que c'est des gens comme Lindsey Graham et peut-être Netanyahu qui l'ont dit, vous laissez votre marque dans l'histoire, mais on a une opportunité inespérée. Oui, dès qu'on lui parle de marque dans l'histoire, il y va. Voilà, exactement. Alors il y a un autre sujet dans la marque, dans l'histoire, c'est la salle de bal. La fameuse salle de bal de la Maison Blanche. Vous vous souvenez, on en a évidemment parlé. D'ailleurs, c'est compliqué parce que la construction a été arrêtée, c'est en jugement, etc. Oui. Mais ça va repartir, bien évidemment. Il y a un architecte de cette salle de bal qui s'appelle Rodney Cook, qui est commissaire américain aux Beaux-Arts en charge du réaménagement de la salle de bal de la Maison Blanche pour le président Trump. Eh bien, figurez-vous qu'il était présent à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire en Russie, ces jours-ci, à ce forum économique dont nous parlions tout à l'heure, plus avant dans l'émission. Il était présent à titre personnel, et voici ce qu'il a dit, parce qu'il a à un moment donné publiquement, parce qu'il s'est levé dans la salle et il a donné un message à Vladimir Poutine. Je vous transmets les salutations les plus chaleureuses de la part de votre ami, le président Donald Trump. Et je suis encouragé par tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée ici, Monsieur le Président. J'apprécie qu'on m'ait offert à prendre la parole.
Il y a beaucoup de choses à aborder entre nos deux capitales la semaine prochaine. Merci pour les salutations de Washington. Veuillez retourner le palais au président Trump. Et merci infiniment pour vos paroles si aimables et sincères à propos de Saint-Pétersbourg. Alors, petite explication sur la réponse de Vladimir Poutine, qui file la métaphore sportive même du hockey sur glace, parce qu'il répond en disant qu'il il renvoie le palais P-A-L-E-T, du côté de Washington. Et c'est également un clin d'œil, puisque le hockey sur glace est un sport très américain et très russe également, et dans lequel justement les compétitions entre les deux grandes puissances ont toujours été importantes, et Vladimir Poutine rêverait que cela continue, et c'est une espèce de métaphore des relations bilatérales, Sylvie Bermann, que Vladimir Poutine souhaite reprendre avec les États-Unis d'Amérique. Absolument, mais il me semble qu'à Anchorage, justement, ils s'étaient mis d'accord sur la reprise. Tout à fait, vous avez raison. Tout de suite, ils avaient dit, donc en août dernier, que la première chose qu'ils reprendraient, ça serait les compétitions de hockey. Absolument. Donc, en fait, moi, ça me rappelle quelque chose, c'est qu'en 2019, les Américains avaient demandé aux Européens de ne pas aller au forum de Saint-Pétersbourg parce qu'un directeur d'un fonds américain avait été arrêté. Et la délégation la plus nombreuse, in fine, ça a été la délégation américaine. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il y soit. Là, il y a une grande délégation américaine MAGA, qui est sur place. Non, pas grande, mais il y a une délégation quand même MAGA. Et il y a Candace Owens. Expliquez-nous en deux mots qui est-elle. Candace Owens, c'est une influenceuse MAGA. Alors, elle a quand même rompu avec Donald Trump assez sévèrement, mais notamment sur les questions Epstein et sur la question iranienne et sur le soutien à Israël. Donc, elle fait partie de ce courant, si vous voulez, qui s'est assez bruyamment éloigné. Et en fait, son idéal, c'est de venir parler des valeurs traditionnelles de la famille. C'est intéressant que vous employiez le terme de délégation, ce qui sous-entendrait qu'ils sont là à titre officiel à la demande du gouvernement des États-Unis. Or, Marco Rubio, interrogé à ce sujet, a dit qu'il n'était pas au courant. Et quand ce personnage Cook s'est présenté comme étant chef de délégation, il y a eu une certaine clarification où il a dû dire je suis là plutôt à titre personnel. Mais je n'imagine pas que ce type, et vous avez rappelé son titre, c'est quand même lui qui est en charge de la commission de la salle de bal, entre autres choses, à Washington DC, n'ait pas reçu d'autorisation pour aller se rendre à Saint-Pétersbourg. Et Madame l'ambassadeur rappelait à juste titre que ça faisait depuis 2017 ou 2018, me semble-t-il, qu'il n'y avait pas eu officiellement, en tous les cas, de hauts représentants américains dans ce forum. Et il faut quand même rappeler, ça reboucle avec une thématique qu'on a traitée tout à l'heure, au moment où des drones ukrainiens sont en train de s'abattre à quelques encablures de là. Donc, il y a en même temps cette volonté trumpienne de se rabibocher avec les Russes autour des affaires, parce qu'il en est question, et je crois que c'est l'Arabie Saoudite, le pays qui est à l'honneur cette année à ce forum, et aussi à travailler, encore une fois, la question des valeurs, donc l'anti-wokisme, la religion. Et d'ailleurs, ce monsieur Cook, me semble-t-il, a participé à des projets architecturaux importants et même à Saint-Pétersbourg. Donc, il représente quand même des liens concrets entre les États-Unis et la Russie dans son secteur. Notamment. Vous avez raison, il y avait la présence d'une délégation américaine pro-MAGA, donc à ce forum économique à Saint-Pétersbourg, qui n'a pas été reçue officiellement par Vladimir Poutine, bien évidemment, il n'a pas pris ce risque, mais ils ont tous reçu un drapeau américain,